So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. J'aime ça parce qu'au fur et à mesure que tu fais ton intro, tu pars à rire parce que tu l'anticipes. Oui. Fait qu'aujourd'hui, nouvelle invitée que ça fait depuis avant le temps des fêtes, je pense que j'essaie de recevoir et même plus. Annick Gauthier, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, ça va super bien. Hey, ouais, c'est ça. Annick qui est comme... on se connaît parce que t'es la copine d'un très bon ami à mon père qui sont dans le même band ensemble. Puis on s'était jasé à un moment donné, complètement par hasard, dans le sens que t'étais chez mon père en même temps que j'étais là, puis on a eu une grosse discussion. Puis j'ai fait comme faut absolument qu'on te reçoive au podcast. Ça fait vraiment longtemps que Simon m'en parle, qui veut C'est vrai? Ah oui, pour vrai. Puis tu demanderas à ma blonde, là, elle me regardait, puis elle était comme t'avais des étoiles dans les yeux. Ouais. Tu voyais, là. Ouais. Fait que écoute, aujourd'hui, avant qu'on embarque peut-être un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais ça peut-être que tu t'introduises un petit peu, que tu nous parles un petit peu de ton histoire pour que les gens comprennent un peu plus c'est quoi ton background puis pourquoi on va parler de ce qu'on va parler aujourd'hui. Fait que patiente. Ah, j'ai oublié le terme. Partenaire, c'est ça. Donc, patiente partenaire en recherche en obésité et en chirurgie bariatrique. Exactement. Ouais. Avant de te dire comment j'en suis devenue à être patiente partenaire, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. Toute ma vie, je me suis battue contre mon poids. J'ai eu 2 grossesses très rapprochées en jeune âge, 21 ans. Et puis, j'ai pris beaucoup de poids. Et j'avais jamais vraiment cherché pourquoi. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. En début de trentaine, j'ai commencé à faire de la haute pression. Puis là, ça enchaîne, je me sens pas bien dans ma peau. Puis là, je traînais ça depuis plusieurs années. Puis, à un moment donné, j'ai demandé à mon médecin de famille, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait tous les régimes inimaginables. Je vais au gym, j'haïs aller au gym, je déteste ça. C'était pas pour moi. Puis là, on aurait dit que j'étais pris dans un engrenage. Fait que j'avais commencé à entendre parler des chirurgies bariatriques. Puis mon médecin a absolument refusé de me référer. Elle a dit non, t'as juste à faire à bouger plus, puis à manger moins. Bouger plus et manger mieux. C'est ça. Mais quand tu traînes 100 livres de plus, bouger plus, c'est pas mal difficile. Puis il y en a qui réussissent, puis tant mieux. Mais moi, déjà là, que j'aimais pas faire de l'exercice, puis tout ça, ça a fait que là, j'étais comme pris, puis là, je devenais dépressive, puis en plus de mes problèmes de santé. Puis finalement, j'ai insisté à chaque fois que j'allais voir le médecin. Là, j'étais rendue à 4 médicaments pour la haute pression, puis en plus, j'ai développé une sévère allergie à un de ces médicaments-là. Fait que là, ça limitait sur quoi on pouvait me traiter. Puis au final, elle me donne un papier de référence, puis elle dit « Vas-y, mais tu vas être déçu. » Bon, OK, on laissera décider les spécialistes. On sent l'ouverture d'esprit. Hein? Absolument. Mais tu sais, quand tu vas voir, au cours de notre conversation, je vais parler de la stigmatisation. Là. Ça, c'en est un. Les médecins ne sont pas formés pour ça. Il y a un concept de l'obésité que c'est parce que le monde mange trop puis il ne bouge pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas juste ça. En fait, le monde ne comprenne pas que quand tu fais des régimes à répétition, tu scrapes ton métabolisme. Puis c'est déjà une erreur qu'on fait, mais bon, on est dans l'industrie du bien pareil, la société nous regarde de cette façon-là, comment les autres te perçoivent, tout ça. Fait que tu veux bien montrer une image de toi. Fait que j'ai finalement eu une rencontre avec le spécialiste. Ça a duré 10 minutes. Il m'a pesé, pris ma pression. Ouais, OK, tu te qualifies. Je te mets sur la liste d'attente. Liste d'attente. J'ai commencé le processus en 2010. Ça a pris 4 ans avant qu'il m'appelle. C'est parce que la liste d'attente est si grosse que ça? Ou... Oui, à ce moment-là. Ouais. 4 ans. Tellement qu'au moment où ils m'ont appelé, je ne me rappelais même plus. J'avais comme oublié ça. Puis là, ils m'ont appelé, ils ont dit « Êtes-vous toujours ouverte à faire une chirurgie bariatrique? » Là, je suis comme « Hein? Quand? On aura une classe dans 3 semaines. Hein? » Là, je dis « Voyons donc, dans 3 semaines. OK. Là, c'est enchaîné, ça a été super vite. J'ai eu une chirurgie en 2014. On m'a enlevé le 3/4 de mon estomac. Et aussitôt que ça s'est arrivé, j'ai plus fait de haute pression. Mon poids s'est mis à diminuer de façon drastique. Évidemment, je consommais le 1/4 de tasse de nourriture. Fait que c'est sûr qu'en privant mon corps, j'ai perdu 120 livres en 10 mois. Là, je me suis... 12 livres par mois quand même. Oui. Je me suis forcée. J'ai pris un entraîneur privé. À
tous les matins, à 5 heures du matin, je me levais, je marchais jusqu'au gym, je faisais 1 heure d'entraînement, mais on faisait beaucoup de kinésiologie plus que de l'entraînement de poids. On en faisait un peu, on faisait un peu de cardio, mais on essayait toujours beaucoup de recentrer mon équilibre, de retrouver mon centre d'équilibre pour justement renforcer mes abdominaux puis renforcer mes muscles. J'ai fait ça pendant 6 mois. Puis à un moment donné, j'ai développé des petits problèmes encore. Je me suis mis à avoir beaucoup de reflux, de reflux gastrique. Puis là, pourtant, je mangeais comme pas beaucoup, mais là, physionomiquement, tout le monde n'est pas égal. Fait que je faisais partie d'une statistique qui disait que mon estomac, de la manière qu'il avait guéri, c'était comme un peu renversé. Fait que là, j'ai été obligée d'avoir une 2e chirurgie bariatrique. Et là, en 2016, j'ai eu un bypass. Fait que là, ils ont vraiment comme reconnecté mes tuyaux par en dedans. Puis j'ai reperdu. Techniquement, c'était pas fait pour reperdre du poids, mais avec le reflux, j'étais portée à manger un petit peu plus pour apaiser la douleur. Fait que j'avais repris un peu de poids. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai reperdu 60 livres de plus. Fait qu'au total, là, j'étais rendue à... si je calcule le regain de poids, j'étais rendue au total à 165 livres de perdu au total. Puis t'étais à combien au début? 325. OK, fait que là, t'étais rendu autour de 160 à peu près. Exactement. Et là, ce qui est arrivé, c'est que je suis tombée dans l'autre extrême. J'avais tellement peur de reprendre du poids que là, je m'alimentais plus bien. J'étais quasiment devenue anorexique, puis j'ai même descendu jusqu'à 140 livres. Quand tu considères que je mesure 5 pieds 10. C'est ça, j'allais dire, t'es une grande fille aussi. Là. Ben là, c'est ça. Fait que ça a été facile, je te dirais. Malgré les petites affaires, là, perdre tout ce poids-là, c'était facile. Évidemment, physionomiquement, je ne pouvais pas manger plus. Fait que, veux pas, mon corps a vidé toutes ses réserves, puis on est éliminé. Bon. Là, après ça, tu as la peau lousse, tu perds de ton tonus musculaire, fait qu'il faut que tu rebâtisses ça. Mais là, il y a comme tout un autre aspect de toi qui ressort. La confiance, parce que là, l'image que tu perçois est différente. Puis là, les gens aussi, la manière dont ils te regardent, ça change aussi. Puis encore là, il y a, tu sais, le stigma quand tu es trop gros, mais tu as aussi quand tu es trop mince. Fait que j'ai vécu les deux. En fait, j'ai eu des gens qui m'ont dit ben là, t'étais bien plus belle grosse. Là, t'as l'air malade. T'as l'air trop vieille. Ben, voyons donc. Là encore là, ça joue sur ton mental. Fait que j'ai eu des épisodes un peu en dents de scie. Puis j'ai perdu des amis. J'ai perdu un conjoint. En fait, mon conjoint était vraiment pas gentil. Lui était là pendant ma phase de chirurgie et de convalescence. Mais lui, il trouvait que j'avais trop confiance en moi. Puis moi, ma façon de me driver, c'était souvent de me prendre en photo puis de faire des comparatifs. Je mettais une photo avant-après sur mon frigo. Puis quand parce que, il t'opère l'estomac, mais il t'opère pas le cerveau. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre que la façon que tu t'alimentes, c'est une chose, mais comment est-ce que ta relation avec la nourriture est, c'est une autre affaire. Puis, me disait tout le temps, en voyant ma photo avant-après, ben wow, OK, je veux pas retourner là. Fait que ça me stimulait pour avoir des excès. De toute façon, des excès, il y a un arrêt mécanique qui se fait. Je me sentais pas bien. T'sais. Puis aujourd'hui, pour le fun, est-ce que tu t'identifies encore comme la fille qui est en surpoids? Oui. Ouais, hein? Dans ma tête, en fait, pas tout le temps. Ça dépend de mon état mental. Mais il y a des jours où je me regarde puis je me trouve grosse. Puis je sais que je suis normale. Puis même si j'étais en surpoids, je trouve que les gens s'arrêtent trop à des qualificatifs de choses. Tu peux être rond ou en surpoids, mais être en santé aussi. Ben oui. Tu peux être maigre, très maigre, puis être en santé aussi, comme tu peux être malade des deux sens. Fait que faut arrêter de mettre des qualificatifs puis des noms sur des formes ou des types de corps. Fait que ça c'est important. Une chose que j'ai réalisée aussi, c'est le pire ennemi, c'est la balance. Moi, mon médecin me dit, là, ta balance, tu la jettes au vidange parce qu'elle te nuit.
de te peser à tous les jours, c'est pas bon. Parce que ton corps fluctue du matin au soir, d'un jour à l'autre. Comment si tu es aux toilettes, si tu n'as pas été aux toilettes, tu as bu de l'eau, pas d'eau. Il y a plein d'éléments qui viennent dans ça. Puis souvent, les gens qui sont dans un processus soit de gain de poids ou de perte de poids, bien, ils ont tendance à se peser tout le temps. Puis ça, c'est pas bon. Même les IMC, puis tout ça. Dans le cadre de mon travail avec la chaire de recherche, bien, on essaie d'identifier qu'est-ce qui fait que le succès est difficile à atteindre. Puis même les médecins, là, pour te qualifier pour une chirurgie bariatrique, ils calculent ton IMC. Pourquoi? Pourquoi tu calcules l'IMC? Déjà là, tu mets une barrière. La personne, elle a peut-être d'autres éléments, d'autres critères qu'elle rencontre, autres que l'IMC. Moi, mon IMC était à 46 quand je me suis fait opérer. Là, j'étais à 27. Puis quand je vais sur une app de poids, je suis en surpoids. Je suis pas en surpoids. Oui. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec ces choses-là. Puis, ben c'est ça. Puis je vais revenir à quand je disais j'ai perdu des gens autour de moi. La perception des gens, c'est ça. Il y en a qui me disaient, ben t'étais mieux mince, t'étais mieux ronde, t'es pas belle mince, c'est trop. Mais ça, souvent, c'est l'effet miroir. C'est les gens, la jalousie, ou j'ai même eu t'es donc bien paresseuse, t'es fait opérer, t'as pris le chemin facile. Ça, je vais vouloir qu'on revienne là-dessus tantôt. Là. Tu sais, c'est ça. Le chemin facile, OK. Tu as déjà passé une demi-heure dans mes souliers? Non. Fait que, tu sais, comme un peu mal placé. Vécu avec un bypass pour voir à quel point c'est facile après ça. Exactement. Fait qu'il y a ça. Puis tu vois, mon ex-conjoint, lui, il disait que j'étais devenue imbue de moi-même parce que je me regardais tout le temps dans le miroir, je me prenais en selfie. L'image était comme devenue trop importante. Mais comme je disais, l'estomac, c'est une chose qui t'opère. Mais le mental, il faut que tu le travailles. Puis il faut que tu trouves des sources de motivation pour avancer puis réussir. Puis c'est souvent l'erreur que les gens font aussi. Ils vont perdre le poids avec une chirurgie, mais après ça, ils gagnent tout le poids parce qu'ils n'ont pas fait le travail pour ça. Ouais. Puis la raison pourquoi j'ai commencé à m'impliquer dans le programme, c'est que moi, j'ai tout fait mon programme toute seule. J'avais pas d'aide, j'avais pas de soutien. Le service médical était parfait, il était idéal. Après, t'es très, très laissé à toi-même. Laissé à toi-même. Le soutien psychologique est hyper important. Le soutien nutritionnel est super important aussi. Puis ça, il n'y en avait pas, moi. Ça vient pas avec la chirurgie ou quoi que ce Non. soit. Il y en avait beaucoup Ça devrait, des personnes qui avaient suivi des chirurgies bariatriques ou des bypass, des choses comme ça, qui venaient au shop santé dans le temps que je travaillais, puis ça revenait souvent. Ils venaient chercher des conseils auprès de nous, qui, bien, heureusement, à Longueuil, on était pas mal tous naturaux/coach, mais auprès de conseillers, parce que il n'y a pas de soutien après, il n'y a rien. C'est comme, effectivement, médicalement, quand tu es dedans, tout est beau, mais après ça, c'est comme, OK, mais j'ai pas de notion, je sais pas quoi faire, j'ai une nouvelle vie complètement, puis ils savent pas trop. C'est comme, je sais qu'il faut que je mange des protéines, je sais que j'ai pas trop le droit de manger, mes portions sont plus petites, mais outre ça, c'est un gros néant. Oui. Non, c'est ça. C'est que ces personnes-là se sont rendues là pour une raison à la base. Fait que, OK, t'as adressé La mécanique du problème. la mécanique du problème, puis juste ça a probablement aidé quand Oui, même. mais c'est un outil. Exact, mais c'est un outil. Mais tu sais, j'aurais beau te donner un outil, si je te montre pas comment l'utiliser, après, tu vas être comme... Mais c'est le même Ça sert à principe quoi? que si les fat burners marchaient, ou justement, tu prends Ozempic, tu fais un bypass, si tu n'apprends pas à manger, si tu n'apprends pas à changer les habitudes de vie qui t'ont mené là et que tu reprends les mêmes habitudes, tu vas retourner à la même place. Oui. Puis tu as des deuils à faire. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, un bypass, ça métabolise le sucre et le gras plus dans ton estomac, mais dans ton intestin. Fait que qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu as des effets secondaires. Fait que si tu n'apprends pas à écouter ton corps, moi, je veux dire, la patate frite, j'en mange encore, mais au lieu d'en manger un casseau, j'en mange 2 morceaux, tu sais, puis ça va avoir satisfait mon mental, puis mes papilles, mais je me ferai pas de mal, puis mon corps, il va pas me punir parce que j'ai mangé quelque chose que j'aurais pas dû. Puis c'est quoi, mettons, les symptômes que tu ressens? Ben moi, tu deviens comme en hyperglycémie. Ton intestin, il n'est pas habitué de recevoir du sucre ou du gras direct C'est pas sa job. C'est pas sa job de métaboliser ça. Fait que sa réaction, c'est de te faire des crampes puis d'essayer de l'éliminer le plus possible. Fait que c'est pas agréable, mettons. Puis là, tu viens comme... La première fois, ils appellent ça du dumping syndrome. Quand ça flush trop vite dans ton intestin. Bien là, moi, la première fois, je pensais que je faisais une crise cardiaque.
Là, tu viens avec des palpitations, en chaleur. Là, tu as le cœur qui te débat. Tu viens comme un point ici. Puis là, tu te dis, ben voyons, je vais mourir. Mais non, c'est pas ça du tout. Là. Mais encore là, il faut que tu t'habitues, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu écoutes ton corps. Ça, est-ce qu'on t'avait prévenu, entre guillemets, de ce genre de symptômes-là? Pas tant. Fait que la première fois, tu fais le saut un peu, là? Ben effectivement. Tu sais, il t'explique le syndrome, ça peut arriver, mais il t'explique pas dans le détail, tu sais. Puis chaque humain est différent. Fait que ça se peut que moi, il y a des choses qui me fassent réagir, puis un autre va pas la faire réagir, tu sais. Différentes intensités aussi. Exact. Oui, c'est ça, mais je me dis, tu sais, après une chirurgie comme ça, je me dis, on devrait prendre le temps de s'asseoir avec toi puis faire comme, bon, suite à cette chirurgie-là, voici les symptômes qui pourraient peut-être arriver dans l'éventualité qu'il pourrait arriver telle affaire à différents niveaux. Genre, mais juste ça, c'est normal, ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. Exact. Mais juste pour que si ça arrive, tu saches dans quoi tu t'embarques, t'es pas en train de mourir, t'es pas en train de faire une crise de cœur, c'est normal. Okay, même, je me suis fait opérer les yeux il y a pas longtemps, puis on a un meilleur guideline de qu'est-ce qui peut se passer que ça. Tu sais, la fille, elle s'assoit vraiment, puis elle est comme, OK, justement, ça, c'est normal comme symptôme, ça, c'est normal comme symptôme, ça, c'est pas normal. Mais si t'as pas ça, tu nous appelles pas, tu nous crises patience parce que le reste, il est normal. Je m'ennuie de tes lunettes à la matrice. Oui, mais c'est ça. Fait que je trouve ça aberrant que pour une chirurgie qui est aussi grosse que la chirurgie bariatrique, il n'y ait pas ça. Ouais. Bien, il donne, tu sais, les conseils post-opératoires généraux pour tes plaies ou tout ça. Puis moi, dans mon cas, puis je sais que ça s'est amélioré avec tout ce qu'on a fait comme recherche, puis suggestions et recommandations. J'ai eu une rencontre nutritionnelle une semaine avant ma chirurgie. On était toute une gang dans une salle et ils nous ont dit, ben il faut manger 30 grammes de protéines par repas. Tu peux pas boire en mangeant. Faut que tu privilégies les protéines versus les autres. Puis, tu sais, puis là, il disait, ben là, c'est ta réhabilitation alimentaire. Fait que le lendemain de la chirurgie, tu peux juste prendre des bouillons clairs. Tu sais, tu te réhabilites tranquillement, pas vite. Mais après ton 6 semaines, là, tu vas à la clinique, il regarde tes plaies. OK, c'est beau, comment tu te sens? Tu te sens bien, parfait, tu peux retourner travailler. C'est là que ça s'arrête. Le reste, c'est toi qui te le fais. Fait que là, moi, les réseaux sociaux n'étaient pas encore, tu sais, vraiment à leur pleine capacité comme ils sont aujourd'hui. Puis j'avais pas de ressources. Fait que je me suis éduquée moi-même. Dans le domaine où je travaille en pharmacie, médicaments. Fait que j'avais un peu de ressources puis de connaissances qui m'aidaient aussi à passer au travers. J'allais dire, le manque de réseaux sociaux, ça pouvait autant être une mauvaise qu'une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations aussi sur les réseaux sociaux. Je te dirais que je lis des choses sur des pages de soutien bariatrique puis les cheveux me lèvent des fois quand je lis des choses. Puis maintenant, les gens se fient trop à ça. Fait que quand j'allais à mes suivis, j'ai demandé à l'infirmière de donner mon numéro de téléphone à des patients pour que je puisse les aider. Puis elle disait, ben voyons, je peux pas faire ça. Je dis, ben oui, mais moi, là, je me sentais toute seule. Là. J'imagine, là, monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas les mêmes ressources que moi au niveau du travail ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont laissés à eux-mêmes. Fait que là, tu vas les revoir dans 3 ans parce qu'il va falloir tes réopères encore. Ça n'a pas de sens. Puis à un moment donné, il y avait une petite affiche sur le mur qui cherchait des patients qui avaient été opérés pour un groupe de travail. Mais il n'y avait pas plus d'infos. Je dis, ah ben, Caroline. Je me suis inscrite. Puis je suis allée au groupe de travail, puis déjà en partant, c'est des chercheurs, des universitaires. Et là, ils nous avaient fait un petit goûter pour les patients, tu sais, pour l'introduction. Là, je regarde ça. Je dis, mais nous, là, de l'eau pétillante, on n'en boit pas. On ne peut pas en boire. Non. Hein? On savait pas ça. Ah ben, je dis, puis des petits biscuits, puis ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Et là, ils étaient comme, ben, tu me niaises, là. Eux autres, ils n'avaient pas pensé à ça. Ben non. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des chercheurs sur le comportement humain, la médecine comportementale. Fait que eux, ils se sont pas attardés aux restrictions alimentaires, tout ça. Mais là, pourquoi tu peux pas boire de pétillant? Bien, parce que l'eau pétillante que tu bois va prendre de l'espace dans ton estomac, puis l'espace qu'elle a pris dans l'estomac, bien, tu peux pas t'alimenter. Ah, ouais. Pourquoi tu peux pas boire 30 minutes avant? Tu peux juste boire 30 minutes avant et pas en mangeant? Bien, parce que je veux manger, pas prendre l'espace, puis je veux pas non plus que ça pousse la nourriture pour que j'aie encore faim. Fait que c'est toutes des petites affaires de même que si tu le sais pas, tu le sais pas. Oui. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à devenir patient partenaire. Puis là, ils m'ont dit, t'accepterais-tu de réviser des documents? T'accepterais-tu de réviser des questionnaires? T'accepterais-tu de venir parler de ton histoire? Puis c'est de fil en aiguille que j'ai commencé à faire des conférences. Puis moi, ça me drive parce que ça me valorise.
mais ça me donne aussi un boost pour continuer à me maintenir. Parce que je veux donner l'exemple. Puis j'ai eu une dérape, j'ai repris du poids à un moment donné, puis là, je m'en voulais tellement. Puis là, quand j'ai appelé mon médecin, il m'a dit « Mais pourquoi? Pourquoi tu t'en veux? Tu es un humain, c'est pas grave. » Oui, c'est grave. Il dit « Ben non, tu n'as pas repris 300 livres, tu as repris 25 livres. » Le corps a une mémoire, les cellules graisseuses ont une mémoire, puis si tu as remangé un petit peu différemment, ils vont dire « Hey, wow, hey, on aimait ça dans le temps. » Je dis « Ben voyons, ça fait longtemps. » Non, ils vont s'en rappeler à vie de ça. Fait que c'est toutes ces petites affaires-là que quand je fais des conférences, puis quand je parle à des gens comme vous autres, ben moi, ça me ramène à pourquoi j'ai fait ça la première fois. Pour moi, premièrement, mais pour aussi, là, maintenant, aider les gens à passer au travers. Ouais, c'est ça. Puis là, tu donnes des conférences à des gens qui vont ou ont déjà eu des Ça dépend des besoins. Là, dernièrement, j'ai donné beaucoup de conférences pour des étudiants au doctorat en psychologie qui étudient la psychologie du comportement. Des étudiants en psychologie aussi qui supportent les patients en troubles alimentaires. Fait que c'est aussi pour expliquer comment c'est important la perspective d'un patient dans ta recherche. Tu as beau avoir toutes les données scientifiques inimaginables, si tu n'as pas le feedback d'un patient ou d'une personne, ça ne va rien donner. Fait que, puis comme je te disais tantôt, chaque patient est unique. Chaque personne a une... Oui, il y a des similitudes, mais il y a aussi le fait que chaque perspective compte. Puis d'impliquer ton patient dans ta recherche, ben c'est super important. 100%, parce que tu deals avec des êtres humains, puis l'être humain est complexe. L'être humain, c'est pas juste un paquet de données que tu peux compiler, puis tu es comme, OK, ça fait du sens. C'est très, très complexe, surtout au niveau psychologique de l'être humain. Chaque personne peut vivre la même expérience et réagir de 1000 façons différentes, d'avoir une perspective, 1000 perspectives différentes de la même situation qu'ils ont vécue. Fait que c'est ultra complexe d'essayer de mettre ça sur un papier puis de dire, bon, ben, voici ce que ça donne. Exact. Ouais, puis on en a parlé souvent aussi, mais les études, ça te donne des moyennes habituellement. Ouais. Tu auras beau avoir des méta-analyses, des compilations d'un paquet d'études, ça te donne quand même les moyennes. Il y en a qui sortent de ces moyennes-là. Il y en a qui sortent à l'extrême de ça. Il y en a qui sont à l'extrême de ça, exact. Fait que, de se baser sur la littérature scientifique pour faire nos recommandations, je pense que c'est logique, mais après ça, c'est de l'utiliser comme modèle, pas comme hard proof, c'est ça qu'on doit utiliser, un point, c'est tout. Il faut l'individualiser aussi. Là. Exact. Puis on parlait de stigma tantôt. Les biais de la société, c'est tellement puissant. Là. Ça a beaucoup d'influence sur toi en tant que personne. Ça a de l'influence sur ta perte de poids, ça a de l'influence aussi sur ton maintien. Mais il y a plein de petites affaires du quotidien c'est comme des stigmas, comment est-ce que je pourrais dire, donc, qui ne sont pas pensés, tu sais. Comme moi, là, quand j'étais en surpoids, là, je prenais l'avion beaucoup pour le travail, encore aujourd'hui, là, mais fait tout le temps, je demande une extension de ceinture. C'est humiliant. Mais tu sais, quand tu le demandes, là, tout le monde te regarde, tu sais. Aujourd'hui, je ne le demande pas, mais tu sais, j'ai déjà eu des gens assis à côté de moi qui ne voulaient pas s'asseoir à côté de moi parce que ma cuisse débordait sur leur siège. C'est blessant. Ça. Mais ça, souvent, on ne pense pas à ces affaires-là. Juste, je dois manger un hamburger, moi, des fois. Combien de fois tu penses, quand j'étais en surpoids, que j'ai mangé dans mon auto parce que je ne voulais pas que le monde me regarde et qu'ils disent « check la grosse ». C'est bien, c'est bien pour ça qu'elle... Ça, c'est dans ta tête, là. C'est pas les... Tu sais, y a-tu quelqu'un qui va y penser? Il y en a qui le pensent. Dans ta tête. Il y a du monde qui vont penser ça pour vrai. C'est ça que j'allais dire. C'est pas juste... Malheureusement, c'est que c'est pas juste dans ta tête. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont effectivement stigmatiser les personnes en surpoids. Là. Tout ce que tu dis, je suis comme... Oui, je le suis pas, mettons, mais je le vois dans les yeux des gens qui regardent des personnes en surpoids, que tout ce que tu viens de nommer, là, je peux le lire juste dans leur regard. Oui, totalement. Il y a un gars que probablement beaucoup de gens vont connaître qui s'appelle... Son nom sur Instagram, c'est Joey Swole. C'est un bodybuilder, mais il se proclame le CEO of Gym Positivity. Puis il fait beaucoup de, disons, de dénonciation de gens qui vont critiquer, qui vont shame, qui vont whatever, pour dire comme, tu sais, le health and fitness, c'est censé être un environnement friendly où est-ce qu'on est tous là pour s'améliorer, puis il est vraiment cool, le gars. Puis il a
critiqué une vidéo comme ça récemment où est-ce qu'il y avait un gars qui était à l'épicerie puis il filmait juste comme, tu sais, le comptoir où est-ce que tu mets ta bouffe. Puis il y avait sa bouffe à lui qui était, ben, tu sais, majoritairement les affaires clean parce que le gars, c'est un gars de fitness. Puis, tu sais, il y avait comme le petit barreau qui sépare sa commande de la commande de la personne après. Puis la commande après avait des aliments majoritairement transformés, puis des affaires comme ça. Puis on voit jamais la personne, mais tu vois à travers la vidéo, tu sais, juste, il fait un genre de back and forth entre sa commande, la commande de l'autre, sa commande, la commande de l'autre. Puis c'est juste écrit quelque chose comme, après ça, on se demande pourquoi les gens sont en surpoids puis pas en santé ou quelque chose de même. Puis il a juste répondu à ça, puis il est comme, veux-tu bien juste laisser le monde vivre? Comme, ça change rien à ta vie. Non, exactement. Puis, tu sais, les magasins. Mm-hmm. Moi, là, quand mon fils s'est marié en 2015, il fallait que je m'achète une belle robe. Mais là, j'achète ça où? Tu sais, moi, j'allais tout le temps à 2 places où est-ce que je savais que le linge me faisait, parce que c'était des magasins spécialisés pour des personnes en surplus de poids. Mais là, je commence à les magasiner. Je suis revenue en pleurant, les mains vides. Parce que là, j'avais plus de repères. C'est niaiseux, là. J'aurais pu m'habiller dans n'importe quel magasin inimaginable, mais là, j'avais tellement de choix que j'étais complètement perdue. C'est stupide, là. Aujourd'hui, je ris de ça. Je me dis, non, là, tu sais, c'est nono. Mais non, c'est pas nono. Parce que quand tu as vécu toujours de la même manière, puis que du jour au lendemain, tu te retrouves avec plein d'options, tu es comme, ben, voyons, là, tu sais, c'est comme, je devrais être heureuse de ça. Mais moi, ça m'a stressée, ça. Puis quand j'ai acheté finalement ma robe, j'ai braillé ma vie parce que c'était la première fois que j'habillais du 8 ans. Puis là, je fais la blague, là. J'habillais ça à ma naissance, mais c'est pas vrai, là. mais tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là. C'est des affaires du quotidien, des affaires de tous les jours que tu y penses pas. Tu sais, juste m'asseoir et croiser ma jambe. Je pouvais pas me croiser la jambe avant, là. Tu sais, je veux dire, quand même, j'aurais voulu m'entêter à le faire. J'étais pas capable, il fallait que je me retienne la jambe parce qu'elle glissait tout le temps. T'sais. Mais est-ce que c'est vraiment à cause que tu avais de très mauvaises habitudes de vie que tu t'étais rendu à ce poids-là? Comment est-ce que tu t'es rendu à ce poids-là à la base? Bien, je pense que c'est une combinaison de plein de choses. Il y avait mes grossesses. Oui. Il y avait beaucoup d'anxiété. Je pense que j'avais développé une dépression sans m'en rendre compte. Le fait d'avoir eu mes enfants très jeunes, coup sur coup, puis je suis partie quand même jeune de chez nous. Ça a été un choc aussi, tu sais. J'ai jamais vraiment cherché à comprendre pourquoi. Selon moi, ça fait partie de ça, mais j'ai jamais voulu ou jamais ressenti le besoin de dire c'est à cause de ça. Là, il y a tout le yo-yo des régimes, là, tu sais, qui te scrape le métabolisme. Fait que là, oublie ça. T'es dans l'engrenage. Fait que je les ai tout faites, là. J'allais dire parce qu'avant la chirurgie, tu as essayé des régimes aussi. Oui, qui a juste dû tout empirer ton cas. Tout. C'est ça? Les protéines synthétiques, j'ai essayé Mince à vie, Weight Watcher, tout. Le jeûne, ça marche. C'est le temps que ça marche. Surtout que tu recommences, ça retombe et 2 fois pire, des fois, bien souvent. Oui, 100%. Fait que c'est ça. Fait que, puis c'est drôle que tu me poses cette question-là parce qu'on me l'a souvent posée et j'ai fait partie d'une conférence où il y avait une autre patiente et elle, c'était relié aux blessures de son enfance. Elle s'était mise à manger pour se protéger. Puis elle se disait, ben si je deviens plus en surplus de poids, personne va m'achaler, je vais être protégée. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse. Là, j'ai été dans une famille aimante, j'ai jamais manqué de rien. Fait que ça vient pas de là. Puis je sais pas, ça vient d'où. Mais mon questionnement, c'est beaucoup parce que on parle de la stigmatisation envers les personnes qui sont en très, très gros surpoids, mais c'est parce que ça reste que c'est pas un but dans la vie non plus, généralement, de se rendre là. Je connais personne qui pèse ce poids-là puis qui se sent bien. Comme tu dis, il y a de la honte, mais j'imagine qu'il y a une partie de honte parce que tu le sais que tu n'es pas supposé peser 300 quelques livres. Absolument. T'es pas bien. Ils ont l'air pas payés. Ouais. Mais c'est ça. C'est pour ça que je me demandais, parce qu'on s'entend entre... je pèse, on va dire, 150, 160, puis je pèse 300 quelques. Il y a un monde quand même. Tu passes pas d'un matin à l'autre, OK, de 160 à 315. Fait qu'il y a un processus pour se rendre jusque-là. Mais c'est graduel. C'est ça. Tu t'en rends pas compte. C'est ça. Tu t'en rends vraiment pas compte. Puis je le demande parce qu'on l'avait posé, exemple, à une autre de mes clientes qui s'était rendue très, très haut dans les chiffres aussi. Puis elle disait la même chose. Puis j'ai dit, tu t'en rends pas compte un moment donné que comme, tu sais, parce que moi, personnellement, si je me regarde, dès que, mettons, je suis menstruée ou que je prends un peu de poids, direct, je le vois, tu sais. Ouais. Fait que j'avais de la difficulté à figurer comment est-ce que
tu le vois pas venir entre les deux, mais elle dit non, elle dit tu le vois vraiment pas. Non. C'est tellement lié aux émotions en général, anxiété, dépression, justement, traumatisme, des choses comme ça, que je pense que c'est ça qui fait que tu le vois pas venir. C'est tellement un mécanisme de défense insidieux, parce que inconscient surtout, que tu le vois pas aller jusque-là. Puis je veux aussi conscientiser les gens c'est pour ça que je le demande encore une fois, là, mais effectivement, tu le vois pas venir. C'est pas aussi simple que ça a l'air comme manière de vivre. Comme t'es pas bien, mais. C'est ça. T'es pas. Ben, en fait, ça aussi, c'est une chose que j'ai réalisée avec le temps. C'est que moi, j'ai jamais arrêté de m'habiller avec des pantalons de cuir. Je me maquillais beaucoup. Ça, c'est une chose qui a changé de moi. Je me maquillais énormément. J'avais les cheveux rouges pompiers. Puis là, je suis comme sobre, je te dirais. Puis. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. Voyons, t'es moins flamboyante. Mais j'étais flamboyante parce que je voulais que le monde me regarde de là à là. Je voulais pas qu'ils regardent le reste de mon corps. Tu comprends? Les gens, ils regardaient ça en premier. Puis là, je me disais tout le temps, non, je suis bien dans ma peau, même je... Mais quand j'ai perdu mon poids, je me suis dit, hey, je me suis menti toute ma vie. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que c'était que tu essayais de te convaincre? Ben oui. Ou est-ce que c'est que vraiment, à ce moment-là, tu le croyais vraiment? Ben non, je m'essayais de me convaincre. C'est clair, là. Tu sais, je veux dire, une fois que j'ai perdu mon poids, je me suis bien rendu compte de tout ce que j'avais subi, tu sais, puis fait subir à mon corps aussi, parce que c'est dur, là, ces articulations. Ton corps n'est pas fait pour supporter ce poids-là. Puis tu sais, tu te dis, comment tu fais pour t'en rendre compte? C'est qu'à un moment donné, tu es en surplus de poids, quand même, tu gagnes 50 livres, 60 livres, 10 livres, tu le sens plus. Là, j'ai perdu tout ce poids-là. Quand je prends 10 livres, je le sais. Puis moi, j'avais une collègue, là, écoute, elle habillait du 0 là. Puis là, elle m'arrivait des fois, j'ai tellement engraissé. Je venais enragée. Oh, que je suis pas la personne à qui tu là, j'étais comme, ben voyons donc, elle me niaise-tu? Mais aujourd'hui, je comprends ce qu'elle veut dire. Ouais. T'sais, parce que, justement, elle est tout petite. Puis là, elle, une petite variation de poids, elle va le sentir. Mais aujourd'hui, c'est la même chose pour moi. Je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire. Ouais, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec des clients tantôt. J'ai reçu un couple de clients juste avant qu'on fasse notre podcast. Puis les deux font la prep avec moi pour le photoshoot. Fait qu'on faisait un suivi par rapport à ça et tout. Puis je me souviens plus exactement comment on est embarqué sur le sujet, mais on parlait de Gabrielle David qu'on a déjà reçu, que ma cliente était comme, que je la trouve en shape, cette fille-là est vraiment, vraiment en shape. Puis en tout cas, on s'est mis à parler comme de standards de shape, disons. Puis je disais, tu sais, selon elle, elle se trouve pas nécessairement tant en shape que ça, tandis que à tes yeux, à toi, tu la trouves comme là, tu sais. C'est ça. Mais je dis, tu sais, une affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous une perception différente et qui va évoluer au fur et à mesure que nous, on évolue aussi. Je disais, tu sais, l'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est Chris Bumstead, qui est, tu sais, 6-7-time Olympia comme bodybuilder, meilleur bodybuilder. Je me souviens, j'avais écouté une vidéo à un moment donné de lui où est-ce que il faisait un workout à peut-être une semaine de sa compétition. Là. Fait qu'on s'entend, il est shred. Puis à la fin de son workout, il avait juste dit quelque chose comme, il dit, je pensais pratiquer mon posing, mais il dit là, je me sens vraiment flat, fait que je suis pas à l'aise d'enlever mon chandail. T'sais. Là, t'es comme, t'es genre l'homme le plus en shape au monde, là. Puis t'es encore en train de dire que non, je me sens flat, j'ai pas l'impression que je suis en shape en ce moment, fait que je vais garder mon chandail. Fait que tu sais, des fois, c'est juste ta perception. Il y a du monde qui va entendre ça et qui vont être comme, mais voyons, si tu redescends sur terre, là, voyons, comme t'es au top du top, tu devrais comme. On n'a pas la même perception. Non, puis je trouve ça incroyable, quelque chose que tu as mentionné tantôt, quand tu as dit, tu as fait ta perte de poids, puis on s'entend, tu sais, quand tu perds autant de poids en si peu de temps, ta peau va devenir plus flasque un peu. Tu sais, c'est pas, tu ne deviens pas 16-0 avec des abdos du jour au lendemain non plus. Souvent, il faut que tu fasses des chirurgies après si tu veux enlever, modifier ça. Mais tu as quand même mentionné que tu avais pris un gros gain de confiance puis que les gens te regardaient quand même différemment. Fait que comme quoi, tu n'es pas obligé de ressembler, exemple, à des mannequins bikini sur Instagram pour regagner confiance en toi. Tu sais, peut-être que quelqu'un de fitness va regarder quelqu'un qui sort d'une chirurgie bariatrique. La personne est super fière d'elle. Genre, moi, j'ai enfin confiance en moi. Puis c'est rare que le monde de fitness vont juger. Mais tu sais, quelqu'un pourrait regarder puis faire
Ah, OK, mais tu sais, t'es pas si en shape que ça, on va dire. Fait que pour un standard certain, c'est comme pourquoi tu aurais confiance en toi, alors que pour l'autre personne, c'est comme moi, je pars de là. Fait que moi, je suis confiante dans ce corps-là. Puis ça, je trouve ça tellement, tellement, tellement beau parce que je trouve que c'est important de s'aimer quand on est en santé. Absolument. Point. Genre, juste étant santé. Puis tu sais, tu parles des chirurgies. J'aurais pu aller me faire des chirurgies. J'en ai eu 0. Puis, en fait, j'en ai eu 0 parce que je me qualifiais pas pour ce que la RAMQ rembourse. Ça coûte très, très, très cher. Très cher, tu dis? Oui, j'ai une ancienne cliente à moi qui l'a fait le mois passé. Là. Puis ça s'arrête jamais, là. Non. Parce que tu fais une chose, tu veux continuer, fait que c'est comme un engrenage, ça aussi. Puis, tu sais, je me suis dit, si j'avais fait ça quand j'avais dans la mi-vingtaine, bon, ma perception aurait peut-être été différente. Je me serais dit, peut-être, oui, tu sais, je vais refaire faire mon mou de bras, mes cuisses, tu sais, tout ça. Mais investir 50 000 $ dans des chirurgies, c'est comme non, parce que ce qu'ils me proposaient, c'était comme le full body lift, toute la patente, là. Puis, le mommy makeover. Ah, écoute, ça n'avait même pas de bon sens. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Oui, ouais, c'est okay. comme ça c'est pas une s'appelle, joke. ouais. Puis, mais il y a des patients, il y a des personnes qui perdent le poids, qui se qualifient pour des chirurgies de la RAMQ. La RAMQ va rembourser quand tu as des problèmes de santé reliés à ton surplus de peau. Moi, je me qualifiais pas là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle relation d'amour avec mon corps. J'ai le corps meurtri, j'ai des vergetures, j'ai des varices, j'ai de la peau molle, j'ai des plis, j'ai de la cellulite. Regarde, name it, là, je l'ai toute, là. Mais ça, moi, j'ai dit que c'est mes cicatrices de guerre. Moi, j'étais allée à la guerre, j'ai gagné à la guerre. Je suis toujours en trêve, là, mais je sais jamais quand est-ce que ça peut revirer de bord, mais j'ai gagné une guerre, puis moi, je suis contente de l'avoir faite, puis je l'ai faite pour moi. Puis peu importe ce que les gens ont pensé, pensent de moi, que j'ai pris le chemin facile, peu importe, c'est ma bataille à moi, puis c'est moi qui l'ai gagnée, puis je l'ai faite pour moi. Puis aujourd'hui, ben tu sais, je peux voir ma petite fille grandir, je peux jouer avec elle, je peux marcher 150 000 pas en 8 jours, tu sais, sans être à bout de souffle ou... Bon, je suis pas top shape, là. Je le courrais pas, là. Non, mais tu sais, je veux dire, je le fais. J'aurais jamais fait ça à 320 livres, là. Mais non. Mais les gens oublient que c'est ça. Tu veux... Un autre point que tu avais mentionné en début de podcast, tu veux en perdre, fait que tu sais, tu veux te mettre à faire de l'activité physique, mais faire de l'activité physique à 300 livres, c'est pas la même game qu'à 150 non plus, là. Ouais. Fait que déjà, quand t'aimes pas ça te tente pas. Là, t'as un autre défi de plus par-dessus. Ça te tente encore moins. Hein? Exact. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'être entourée d'un chirurgien puis d'une équipe qui était comme médicalement top, là. Tu sais, je veux dire, même mon chirurgien bariatrique, je le vois plus aussi souvent parce que, bon, ça fait faire plus de 10 ans que j'ai eu ma première chirurgie. Mais il est là dans mes conférences. C'est même lui qui m'a invité à l'Association des chirurgiens bariatriques à parler. Il a demandé à la chaire de recherche que je sois là. Et puis, il est très avant-gardiste. Puis, il est ouvert à se faire poser des questions, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'aime pas ça, aller au gym. Ben, vas-y pas au gym. Pourquoi tu te forcerais à faire quelque chose? Trouve-toi quelque chose que tu vas apprécier. Parce que c'est sûr, si tu t'inscris à un gym, puis t'aimes pas ça, tu iras pas. Fait que, j'aime autant que tu fasses de la marche, si tu aimes marcher, ou que tu t'achètes un vélo parce que tu aimes ça faire du vélo. Bien, fais quelque chose que tu vas aimer puis que tu vas être capable de faire à long terme et pas à court terme. Fait que, tu sais, il dit, quand on vous dit d'être actif, c'est pas juste d'aller lever des poids ou de faire du cardio, c'est vraiment de faire quelque chose que tu apprécies. Ça peut être n'importe quoi. Ben oui, 100%. Puis c'est drôle parce que c'est une conversation que j'ai de plus en plus avec des clients, plus par rapport à l'alimentation, parce que ça arrive souvent que j'ai des clients en évaluation, tu sais, première rencontre. Puis je leur demande, tu sais, tu penses que ça va être quoi le ou les plus gros obstacles à l'atteinte de tes objectifs? Puis un commentaire qui revient souvent, c'est « Ah, moi, l'entraînement, ça se passe bien. J'aime ça m'entraîner. C'est pas difficile pour moi de mettre ça à mon horaire. Souvent, c'est plus l'alimentation avec laquelle j'ai de la difficulté à être constant. » Puis je suis comme « Ça se peut-tu que c'est parce que t'aimes ça t'entraîner, mais t'aimes pas ça manger comment tu manges? » Tu sais, si c'est facile pour toi de t'entraîner, c'est parce que t'aimes ça. On peut-tu trouver une façon que t'aimes ce que tu manges? Si t'es capable d'aimer ce que tu manges, ça se peut-tu que ça devienne plus facile? Fait qu'au même titre, dans ton cas, si toi, mettons, c'est le gym que t'ailles ça, alright, on peut-tu trouver quelque chose que tu vas aimer faire pour que ça devienne facile à faire? Va jouer au volleyball, va faire de la natation, il va faire du Muay Thai, fait n'importe quoi
qui te fait bouger puis que t'aimes. Oui, ça prend juste de l'activité physique, mais il y en a plein de façons de le faire. Là. Exact. Surtout quand, tu sais, le gym, c'est important quand tu veux atteindre un physique de style bodybuilding. Puis c'est important quand tu veux bâtir de la masse musculaire le plus rapidement / efficacement possible. Mais outre ça, tu peux bouger de la façon dont tu veux si tu ne cherches pas à atteindre ce genre de physique-là précisément. Oui, oui. Puis là, tu sais, tantôt, on parlait, en début, je disais j'avais attendu 4 ans. Maintenant, aujourd'hui, en 2025, ça peut aller jusqu'à 10 ans, les attentes. Calvaire! Oui. Ça dépend des régions, là. Mais je te dirais, en moyenne, c'est 7 à 10 ans pour avoir une chirurgie bariatrique. Souvent, les gens se découragent, ils vont aller au privé ou ils vont aller au Mexique ou en Tunisie. Là, ils font ça. Mais là, ce qui est assez... bon, on t'a parlé d'Ozempic tantôt. Oui. Bon, ça, c'est les médicaments à la mode. Là. Oui. D'ailleurs, j'en prends de l'Ozempic. Le médecin m'a prescrit parce que il y a des études qui démontrent qu'après 5 ans d'une chirurgie bypass, le poids tend à vouloir remonter, puis ils ne sont pas capables de l'expliquer. Il n'y a pas d'explication. C'est comme si le corps il a atteint un plateau, puis là, il se dit, ben là, c'est assez. Là. Puis tranquillement, pas vite. Fait que pour aider à stabiliser le poids, ils m'ont prescrit du Ozempic. C'était supposé stabiliser mon poids. Ça n'a pas stabilisé. J'avais perdu 45 livres. Puis là, j'étais retombée dans mon trop maigre. Fait que, puis là, j'étais pas bien. Là. Je me sentais pas bien. J'avais mal partout. Puis, c'est parce que ça bouffe beaucoup de masse musculaire aussi. Hein? Exactement. Fait que là, je l'ai arrêté et c'était instantané. Poup! Ça, c'est revenu. Fait que là, on a conclu qu'on le reprenait, mais à une dose très faible parce que j'avais monté quand même les doses un peu plus hautes. Et là, ce qui se passe dans les attentes, quand les gens sont en attente, ils prescrivent du Ozempic aux patients pour voir s'ils sont capables de perdre du poids par eux-mêmes avec de l'aide d'un médicament et de voir jusqu'où ça va aller. Mais le problème, c'est que la RAMQ paye les chirurgies bariatriques, mais la RAMQ ne paye pas l'Ozempic. Et ça coûte un bras, Ozempic. Ça coûte très, très cher. Fait que c'est pas tout le monde qui y a accès. Puis là, ben il y a eu comme une grosse vague de ça. Et ça a été, là, si vous avez regardé les Olympiques, les derniers Olympiques, je pense qu'à toutes les 5 minutes, il y avait une annonce d'Ozempic. Ouais, ça, j'ai trouvé ça particulier. C'était comme un peu weird. Mais de grâce, on ne mettra pas des annonces de Shop Santé dans les Jeux du Québec. Mais non. Mais c'est un coup marketing. Mais oui. Hein? Comme je disais, je travaille dans les médicaments. Nous, là, ça a comme skyrocketé. Puis mes clients qui sont des compagnies d'assurance, ils ont fait comme « Wow! À ta minute! » là. Ben là, c'est pas l'indication première de ce médicament-là. Fait que là, ils ont commencé à mettre des contrôles pour ne pas les payer. Mais là, il y a toute une machine marketing en arrière de ça. Et ben les gens, là, les médias sociaux, les vedettes d'Hollywood, c'est ça qui a fait que ça a pris un engouement. Moi, j'ai commencé à le prendre bien avant ça. Tu comprends? Fait que je me suis sentie un peu à un moment donné comme « Oh, OK, c'est-tu correct? Qu'est-ce que je fais? » Puis là, j'ai parlé beaucoup avec mon médecin, puis elle m'a dit « Oui, c'est correct. Il faut que tu arrêtes de penser que c'est pas correct. Tu as fait une chirurgie, là, tu as besoin d'un autre petit outil pour continuer. Mais ceux qui sont pas capables de le payer, qu'est-ce qu'ils font? » Fait que, tu sais, la RAMQ, de vouloir... Moi, c'est ce que je comprends pas, là, les gouvernements, là, ils veulent payer, ils veulent aller jusqu'à la chirurgie, payer comme 35 000 $ de chirurgie, puis, tu sais, il y en a, je sais pas combien par année. Mais s'ils payaient ces médicaments-là, non seulement les gens ne se rendraient pas à la chirurgie, mais ils arrêteraient de prendre d'autres sortes de médicaments. Ils arrêteraient de coûter cher à la société parce que ces médicaments-là, des fois, souvent, l'obésité, c'est la comorbidité qui s'accompagne de ça. Haute pression, cholestérol, diabète et compagnie. Mais à long terme, ça coûte cher, ça. Fait que, il y a plein de choses à regarder. Il y a plein de choses il y a beaucoup de travail encore à faire parce que, tu sais, tu parlais de la stigmatisation chez les médecins. Bien, dans la société, les gouvernements. Le gouvernement, là, au Québec, c'est les seuls qui ne reconnaissent pas l'obésité comme une maladie chronique. Oh, ouais, ça, je savais pas. Oui. L'Alberta l'a déclaré comme... En fait, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'obésité comme une maladie officiellement chronique. Ouais. Mais au Québec, c'est pas encore déclaré. Oui, donc ça, je savais pas. Ouais. Je pensais que c'était mondial, moi. Non. Ah, ouais. Ouais.
pas remarqué qu'on avait une petite tendance à être en retard sur bien des affaires au Oui, Québec? je veux bien, là, mais Chris, quand c'est Ouais, rendu oui. que l'OMS le déclare aussi, ce serait le fun qu'on keep up un peu. Là. Oui. Oui. Quoi que je dis ça, puis il y a des docteurs en nutrition qui disent que l'OMS dit que les édulcorants, ça n'a aucun bénéfice, puis c'est pas ça que l'OMS a dit pantoute. Là. You know, potato, tomato. Oui, exact. On s'ostinera pas pour 3 voyelles, Simon. Non, c'est ça. Mais plusieurs points quand même sur lesquels j'aimerais ça revenir. Comprenez-vous là, que moi, ça fait depuis décembre que j'attends ce podcast-là. Ouais. Il y a plein d'affaires. Là, j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de choses. Ben oui, c'est ça, mais justement, c'est un peu la conversation qu'on avait justement quand Ouais. on était chez mon père. Puis j'étais genre, faut tellement que tu viennes. Bon, je vais vouloir revenir sur le côté. Il y a beaucoup de gens qui disent que autant la chirurgie que l'Ozempic, c'est entre guillemets tricher ou c'est la solution facile. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de le côté identitaire, la transition se fait comment? Parce que là, on s'entend, ça fait plus ou moins 10 ans que tu as eu ta première chirurgie. Puis on s'entend, j'ai jamais eu ce genre de parcours-là, mais c'est quelque chose que j'ai entendu fréquemment, que quelqu'un qui a eu un très grand surpoids et qui perd beaucoup de poids se voit souvent encore comme étant cette personne-là en surpoids. Fait que, tu sais, moi, une affaire que je dis souvent, c'est que quand tu t'identifies d'une certaine manière, c'est majoritairement parce que tu as juste accumulé plus de preuves que tu étais cette personne-là, que tu étais la personne que tu es aujourd'hui. Fait que, Ceci ne s'applique pas aux gens qui s'identifient comme étant des hélicoptères. ça, c'est une autre game. Mais, tu sais, comment ça se passe, la transition entre, tu sais, j'étais cette personne-là qui était en gros surpoids à, là, la personne qui était aujourd'hui, mais que tu te vois encore comme étant cette personne-là? Là, on s'entend, on est rendu 10 ans plus tard, puis il y a encore une partie de toi qui se voit comme ça. La transition se passe comment? C'est difficile à dire parce que c'est pas constant. Je te dirais que dans ta tête, t'es comme l'ancienne personne encore. Mais c'est pas tous les jours. Ça dépend de ton mood. Moi, en tout cas, personnellement, ça dépend comment je me sens. Tu sais, je veux dire, nous, les femmes, on a des fluctuations hormonales. Là. Oui, quelques-unes. Puis on se phase sent... folliculaire, le monde m'appartient. Mais Phase lutéale, je suis dégueulasse, je mérite pas de vivre. Ben voilà, c'est un peu ça aussi. C'est vraiment ça. Puis tu sais, moi, je suis arrivée dans une phase de ma vie de vieille madame, là. Fait que je suis officiellement ménopausée. Fait que ça aussi, ça contribue à me revoir encore en surplus de poids, les fluctuations d'hormones, la reprise de poids, veux pas, ça fait partie de ton métabolisme hormonal. Fait que, mais de transition, en fait, c'est de tout te défaire de tes images de toi d'avant, tu sais. Puis même des fois, je regarde des photos, des vieilles photos, là, puis il y a des fois, je vais faire comme « Eh, mon Dieu, comment j'ai fait me rendre là? » C'était comme « Wow! » Puis d'autres fois, je suis comme « Ben, si tu continues de même, va te revenir comme ça bientôt. » Tu sais, c'est vraiment, ça varie beaucoup. Ton discours interne va changer beaucoup. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, je me souviens, une des premières fois, j'avais été au magasin m'acheter des vêtements. Hey, j'habillais du 24-26. J'arrive au magasin, la fille, elle me dit « Quelle grandeur vous voulez? » « au moins 20. » Tu sais, j'avais perdu un peu. Là, elle me regarde, elle fait « Vous êtes sûr? » Je suis comme « Oui. » Elle me dit « Je vais vous amener un 16 pour voir. » Je suis comme « Ben là, es-tu malade, un 16? Hein? J'embarquerai jamais là-dedans. » Ben, il était trop grand. Tu sais, moi, dans ma tête, ça se pouvait pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Puis garde, aujourd'hui, là, j'en fais plus de cas. Tu sais, des fois, ça va arriver que je vais avoir une grandeur plus grande, mais ça dépend de la coupe, ça dépend de plein d'affaires. Oui. Mais là, peut-être 5-6 ans, ça jouait dans ma tête, puis je suis comme, bon, ça y est, je suis revenue, je repars. Là, non, c'est pas ça. Fait que c'est constamment un travail mental pour te convaincre puis te dire, hey, t'es parti de là, t'es rendu là, in between, il y a un chemin qui s'est fait, puis c'est d'essayer de ne pas retourner dans ça. Comprenez-vous pourquoi on vous dit de ne pas passer de commentaires sur l'apparence physique des gens? Comme ne savez pas qu'est-ce que les gens savez vivent. Pas, c'est terrible. Autant, tu sais, même, il y en a qui auraient pu se dire, tu sais, si ça avait été des commentaires bienveillants quand tu avais perdu du poids, tu sais, comme, genre, bravo, je sais pas, tu sais, d'avoir passé à travers ta chirurgie puis de te prendre en main, tu sais, c'est le fun. Mais là, t'as l'air anorexique. Là, c'est plus beau, là, t'étais plus brêle. Mais ta gueule, pourquoi tu dis ça à quelqu'un? Non, c'est ça. Est-ce qu'on peut juste
essayer d'aller plus dans la compréhension. C'est ça, dans T'sais, l'empathie. au lieu de passer un commentaire et un jugement, pose des questions. C'est Ça va ça. peut-être t'aider à comprendre parce que tu le sais pas qu'est-ce que la personne a dit. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Est-ce que comment toi tu te trouves présentement? Ouais. Moi, il y a des gens qui me reconnaissaient pas. Hein. Quand je vais souvent à Toronto pour le travail, puis quand j'ai perdu mon premier 75 livres, je suis allée à Toronto. J'étais assise dans une salle de réunion et mon vice-président est assis 2 chaises à côté de moi. Puis je vois qu'il parle de billets à quelqu'un, puis là, elle comprenait pas. Puis quand on s'est levé à la fin du meeting, il me dit « Je ne t'avais pas reconnu. » Mais 75 livres, ça change une Ça personne. change une personne. Ouais. Surtout si tu la vois pas tous les jours. Tu sais. Puis je vais te dire, des fois, c'est le fun de ne pas se faire reconnaître. Ah ouais? Ah ouais? Il y a du monde que tu veux pas revoir, tu veux pas qu'ils te parlent, mais Ouais, ils te reconnaissent pas, tu passes à côté. Tu sais, ça peut être utile des fois. Ben oui. Mais non, mais tu sais, blague à part, oui, les gens, comment ils te voient, toi, comment tu te vois, ben ça fait partie de ta transition puis de ton processus. Tu sais, j'ai porté un bikini pour la première fois à 48 ans. J'étais allée à Cuba, peut-être 2 mois après ma première chirurgie, j'avais perdu quand même relativement beaucoup de poids. Je me suis dit, hey, laisse faire les vergetures, je mets un bikini. Puis j'étais tellement fière. Puis le monde me regardait, tu sais, la bedaine flasque, puis tout ça. Je m'en suis foutue. Puis ça m'a aidé beaucoup à avoir confiance en moi. J'avais déjà confiance en moi, mais ça l'a comme vraiment décuplé. Là, mais comme si tu méritais pas de porter un bikini puis de t'amuser à la plage avec ta famille puis tes amis parce que t'as pas le corps d'une fille qui sort tout droit d'un magazine. Comme encore si t'avais fois, pas le droit. c'est Un tout ce qu'on voit. magazine? Oui, un magazine. Mais c'est tout ce que tu vois à télé, dans les TikTok, dans les 100%, 100%, puis ça affecte tout le monde, puis je suis pas à l'abri non plus, mais je trouve ça tellement triste et aberrant qu'on vive dans une société où est-ce que faut constamment, tu sais, puis biologiquement, on l'a déjà dit, on se soucie toujours du regard des autres à cause de la tribu, puis tu meurs sur le gazon, mais ça reste que je trouve ça aberrant que quelque chose de normal, une mère qui a donné la vie, un humain qui a passé à travers des épreuves émotionnelles, peu importe, qui a un corps qui le montre, c'est juste un corps qui est normal. Ouais. Mais en tant qu'être humain, surtout en tant que les femmes, là, on a un discours interne de j'ai-tu vraiment le droit de porter un bikini, tu sais? Puis, les autres, ils vont se dire quoi en voyant ma petite peau molle puis mes vergetures, tu sais, de faire hey, tu peux-tu juste aller profiter du moment avec ta famille puis t'amuser puis tout le monde juste regarder ailleurs si vous n'êtes pas content? Comme je trouve ça aberrant qu'on vive dans une société comme ça. Je trouve ça tellement, tellement triste comme discours interne. Ça touche tout le monde, là, pas juste les gens qui ont eu des chirurgies bariatriques. Là, on en parlait, mettons, Seabum qui était pas à l'aise d'enlever son chandail. Ah non, mais tu sais, on en parlait terrible, avec Élie Boulay quand on l'avait reçue aussi, où est-ce qu'à un moment donné, elle avait acheté comme des leggings, puis elle les avait postés comme en vidéo sur TikTok en disant comme le fit est super bon, ils sont super confortables, tu sais, voici le lien Amazon, tu mets ceux que ça leur tente. Puis il y a du monde qui était comme t'as pas lâché pour porter ces leggings-là. Puis elle était juste comme, je peux-tu juste porter mes fucking leggings parce que j'aime ça porter mes leggings? Comme, regarde ailleurs, il devrait avoir des tailles pour avoir le droit de porter des leggings. Des filles comme toi devraient pas porter ça. J'étais comme, ben voyons donc. Puis la fille, elle a pas 315 livres. Là. Mais non, vraiment pas. Là. Même si elle était 315 livres. Ça veut porter des leggings. Laisse-la porter des leggings. Tu sais, il y a bien des messieurs à grosse bédaine qui portent des speedos. Oui, il y a bien des messieurs. Puis qui portent des chandails qui sont comme trop courts parce que leur bédaine passe par-dessus. Oui, et des pantalons trop lousses, donc on voit leur craque de fesses. C'est ça, je veux dire, ultimement, t'es pas content, tu regardes ailleurs. C'est tout. Oui, mais malheureusement, c'est pas de même, ça marche. Ben non, c'est ça. Puis as-tu... Je veux pas dire nécessairement des trucs parce que je présume que ça doit être de l'individualisation puis du cas par cas, mais comme qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à faire ce genre de cheminement-là de je me vois comme étant la personne en surpoids à aujourd'hui, je suis fier de qui je suis, j'assume ce que je suis, puis comme y a-tu des choses qui t'ont aidé plus particulièrement à travers ça? Ben, la visualisation, beaucoup. Tu sais, je me mettais des objectifs, mais pas des gros objectifs, sans faire de jeu de mots. Tu sais, je me mettais des choses réalisables. Fait que je le faisais par tranche. Puis, définitivement, en arrêtant de me peser à tous les jours, ça l'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Parce que là, aussitôt que je prenais une livre ou que je restais stable, ça me faisait capoter. Puis là, je me voyais en échec. Mais quand j'ai arrêté de faire ça, comme je disais tantôt, mes photos sous le frigo, des comparatifs. Puis une fois par mois, c'est ça que je faisais. Je prenais une photo, puis je la comparais avec le mois d'avant. Fait que ça me motivait à dire « Hey, garde, peut-être ça n'a pas paru sur la balance, mais mon corps s'est transformé. » Fait que ça m'a beaucoup motivée. J'ai arrêté aussi d'aller chercher l'approbation des gens. Souvent, j'allais chercher, tu sais, je suis correcte, tu sais, j'ai arrêté de faire ça.
Je l'ai faite pour moi. Puis moi, si je suis fière de moi, puis si je suis correcte avec ça, c'est de même qu'on va y aller. D'aller chercher ce que les autres pensent, c'est dangereux. Oui, puis c'est parce qu'à un moment donné, tu ne feras jamais plaisir à tout le monde. Là. Exactement. 100%. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est d'accepter le corps que j'ai. C'est d'accepter que parfois, ça va moins bien aller une journée, puis le lendemain, ça va être mieux. Des fois, ça peut durer plusieurs jours. Mais, tu sais, c'est d'accepter que ça peut pas toujours aller comme straight. Tu sais, c'est des hauts et des bas. La vie de tous les jours est marquée de hauts et de bas. Pas juste pour ton poids puis ta façon d'être, c'est tout. Fait que c'est pas différent de ça. Fait que, puis en m'impliquant dans la recherche, puis en m'impliquant comme patient partenaire, ça me motive beaucoup. Fait que ça l'a beaucoup aidé dans mon... De sentir que j'étais utile, tu sais. Ça m'a aidé moi, mais ça l'aide les autres aussi. C'est qu'au-delà de ça, j'ai l'impression que ça te donne, on dirait, j'ai jamais le mot en français, mais un purpose. Comme ça te donne un but. Oui, c'est ça, un but, mais ça te donne comme quelque chose de plus gros que toi encore une fois, sans vouloir faire de jeu de mots, ça te donne un but plus gros que toi à comme essayer d'atteindre, puis essayer de... T'es comme, oui, tu fais ça pour toi, et c'est pour toi que tu l'as fait à la base, mais maintenant, c'est rendu, je le fais aussi pour pouvoir aider les autres qui ont passé par le même processus que moi, que je vais pouvoir aider, puis peut-être que leur parcours va être un petit peu plus facile par l'expérience que moi je suis capable de leur apporter. Fait que, ça, je pense que c'est super cool. Puis là, je veux absolument revenir là-dessus, là, comme le côté, parce que le pire, c'est que je t'avais texté, Jess, il y a une couple de semaines en disant faut qu'on parle de ça. Fait que je pense que ça va être le contexte parfait. J'entends beaucoup de gens dire, je l'entends plus pour le côté Ozempic ou GLP-1, peu importe c'est quoi, mais ça va être le même principe pour le côté chirurgie bariatrique, que c'est le chemin facile. Ouais. Non. Je suis plus capable de l'entendre, celle-là. Non, c'est pas facile. Parce que la chirurgie en tant que telle, la petite piqûre en tant que telle, c'est facile. C'est le bout le plus facile. Mais quand t'as peur des aiguilles. Ouais, mais l'aiguille est grosse de même. Pas te mentir. Ouais, non. C'est comme... Un peu Chris, pas te mentir. Mais, mettons, là, l'Ozempic, là, il y a beaucoup d'effets secondaires. Oui. Hein? Ça te tente-tu d'avoir mal au cœur et d'avoir diarrhée tout le temps? Ben, c'est souvent ça. Tu sais, quelqu'un qui est plus sensible à la molécule, les changements de dose, ça donne des inconforts, ça donne de l'hyperglycémie, ça peut être des effets secondaires sur ton pancréas. Tu peux plus manger ce que tu veux quand tu veux. Tu peux plus manger ce que tu veux quand tu veux. Chirurgie bariatrique, même chose. Je veux dire, il y a plein d'effets rebond, là, des effets qui découlent de la chirurgie. Bon, tu peux plus manger le gros morceau de gâteau de même. Tu peux en manger encore. Tu n'es pas à diète. Faut s'enlever ça de la tête. Là. Quand tu as une chirurgie bariatrique, tu n'es pas à la diète, tu n'es pas au régime. Donc, une alimentation saine et exactement. Mais il faut que tu fasses des changements. Il faut que tu fasses des deuils. Il faut que tu acceptes qu'il y a des affaires que tu ne pourras plus manger dans la même quantité ou dans le même format ou peu importe. Puis, il faut que tu sois curieux. Il faut que tu apprennes à découvrir des saveurs, découvrir des aliments. Puis moi, j'ai développé une... C'est pas majeur, mais j'ai une sensibilité. Pas une intolérance, je dirais une sensibilité aux produits laitiers. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Pourquoi? J'ai aucune idée. Mais si je mange du yogourt grec, ça va être correct. Puis aussitôt, je vais en manger pendant 6 mois. Puis au bout du 6e mois, là, ça marche plus. Même 10 ans après, ça me fait ça. Ouais. C'est comme une sensibilité que j'ai développée. De gens qui peuvent développer ça avec certaines choses, comme le yogourt grec, comme les œufs, comme le poulet. Ça exact. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'essais-erreurs quand tu as une chirurgie bariatrique. Fait que ça, c'est difficile. Puis là, à un moment donné, tu te décourages. Tu te dis, ben là, tout ce que je mange, soit je le vomis ou je l'évacue par en bas. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Je peux plus rien manger. Mais c'est pas vrai. Tu peux... Mais il ne faut pas que tu perdes l'espoir. Fait que c'est ça qui est difficile. C'est ce qui est difficile, puis on dit je me vois encore grosse ou whatever. C'est la même affaire pour l'alimentation. Des fois, j'aimerais tellement ça, manger telle affaire. Ouais, mais si je le mange, là, il risque d'arriver ça. Je le mange pareil. Mais là, tu vis le contre-coup. Fait que, tu sais, c'est... Puis des fois, je le sais, là, je mange quelque chose, puis tu sais, si je vais payer pour. Mais je le fais en pleine conscience de mon acte, tu sais. Puis il y a juste moi que je peux blâmer. Je peux pas blâmer quelqu'un d'autre, tu sais, à ma place. Mais, ouais, c'est ça. C'est l'essai-erreur qui fait que c'est difficile. C'est de te retrouver dans tout ça.
dans tes essais-erreurs. Puis Le manque de support. Le manque de support aussi. Parce que les nutritionnistes, là, sont pas tous formés pour suivre les bariatriques. Fait que c'est pas évident, ça non plus. J'en ai appelé quelques-unes à un moment donné, puis ils m'ont dit « Ah ouais, mais moi, j'ai pas vraiment de connaissances là-dedans. Fait que suis le guide alimentaire canadien. » J'allais dire, au moins, ils ont eu l'humilité de te dire que c'était Ok. pas leur force, mais Ils la ont pas recommandation fait qui est venue avec était peut-être pas tout à fait bonne non plus. Là. Voilà. Parce que je peux pas manger ce qu'ils Ben non, recommandent dans le guide c'est ça. alimentaire Ben non, canadien. C'est impossible. Là. Si un repas, je prends mot pour mot, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai assez de nourriture dans un repas pour Ta journée. 3 jours. Ouais, c'est ça. Surtout qu'à ce moment-là, il n'avait pas été refait encore, d'après moi. Là. Non, Ouais, effectivement. c'est ça. C'est ça. Fait Il est que, mieux aujourd'hui. là. fait que le chemin est difficile, mais est-ce qu'il vaut la peine? Il en vaut la peine. Puis, tu sais, moi, j'ai vu ça comme un investissement sur moi-même. Tu sais, les essais-erreurs, les difficultés physiques, les difficultés mentales, ben je pense que d'avoir passé au travers, ben ça a fait de moi une personne encore plus forte. Puis d'être capable de, tu sais, de dire, hey, quand je disais ma guerre, ma bataille, là, ben c'est ça. C'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est que j'ai l'impression que ça te force à faire le chemin que tu aurais dû faire pour perdre du poids, mettons, à partir de 200 livres, on va dire. Peut-être. Dans le sens, puis toi, mais tout le monde, tu sais, de ce que tu nommes, OK, mais là, de restreindre les portions de ce que tu manges, de trouver un équilibre alimentaire sans tomber dans la privation, sans tomber dans les Exact. diètes, de trouver des exercices que tu aimes faire, un type de sport que tu aimes faire. C'est toutes des choses qu'on conseille dans une recomposition corporelle en règle générale. C'est juste que là, comme tu le mentionnes, c'est que tu as les conséquences d'en face assez directes quand tu ne suis pas ça. Exact. C'est que ce que tu n'as pas été capable de faire, ce que les gens qui font ça n'ont pas été capables de faire par eux-mêmes. Par eux-mêmes, ouais. Là, ça te force à faire le processus que tu aurais dû suivre à la base. Tu n'as plus le choix de le faire. Puis c'est pas plus facile parce que les personnes qui n'ont pas de chirurgie bariatrique passent à travers la même chose, sauf qu'ils n'ont pas autant de conséquences nécessairement. Non. Fait que c'est vrai que c'est pas facile, c'est très difficile au niveau psychologique, puis c'est très difficile à ressentir. Tu sais, on parle de ça, tu as des inconforts, des nausées. Vivre ça au quotidien, tout le temps, là, puis devoir remettre constamment en question ce que tu manges quand tu es supposé de manger souvent dans une journée, puis tu es habitué de manger, puis de manger beaucoup. C'est lourd au quotidien, là. C'est un stress sur le corps, puis sur la tête aussi. C'est incroyable. Il n'y a rien de facile là-dedans. Là. Non. Puis, tu sais, ça m'amène à un point aussi, tu sais, il y en a des chirurgies bariatriques qui sont des échecs. Puis c'est pas nécessairement parce que la personne n'a pas suivi un protocole ou parfois c'est juste comme ça. C'est leur corps n'était pas fait pour ça. Mais j'ai posé la question parce que j'ai vu souvent des commentaires, tu sais, sur les réseaux sociaux. Ah, moi, j'ai tout repris le poids et même en double après ma chirurgie bariatrique. Puis là, tu sais, moi, sachant qu'il y a des effets physiques douloureux, je me disais, mais comment est-ce que ça peut arriver? Mon Dieu, tu dois avoir souffert le martyre. Et j'ai posé la question à un psychologue, puis elle m'a dit, tu sais, quand il y a une obésité, parce que l'obésité, c'est pas juste parce que tu manges trop. Hein. L'obésité, ça peut être bien des affaires. C'est multifactoriel. Exactement, c'est le mot parfait. C'est une maladie multifactorielle. Mais c'est comme une dépendance aussi. Ça peut être un des facteurs peut être la dépendance. Et quand les gens, il y a beaucoup de gens quand ils sont en regain de poids et double poids, souvent c'est que la douleur psychologique est beaucoup plus grande que la douleur physique. Fait que quand même que je mange à m'en défoncer l'estomac, c'est pas grave. Mais je me suis comme calmée l'anxiété, j'ai calmé ma dépendance. Et ça m'avait marqué quand j'étais comme, ben voyons donc. Puis, tu sais, je me suis dit, je suis peut-être comme une bébite à part, là. Tu sais, j'ai eu une chirurgie bariatrique, mais je m'identifie pas comme quelqu'un qui avait comme un paquet de problèmes, tu sais. Je veux dire, c'était pas... Oui, je mangeais beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, je mangeais plus qu'aujourd'hui, c'est sûr, si je me compare à avant et maintenant. Mais j'ai jamais mangé à pu être capable de rentrer rien, puis de, tu sais, mais il y en a des gens comme ça, malheureusement. Puis ça, c'est le genre d'affaire que la moyenne des gens ne comprendra pas. Puis c'est difficile, probablement, puis là, on s'entend. J'essaye de me mettre à votre place, fait que tu pourras me corriger si je me trompe, mais je me dis, en tant que personne qui a passé à travers ça doit être limite insultant d'entendre des commentaires de même de comme, ben voyons, ça devrait être facile pourtant, puis comme t'as la solution facile, puis t'es comme, tu le sais pas par quoi je suis passé. Ben, non, ce qui va faire en sorte qu'un être humain va être capable d'atteindre
des objectifs, c'est de changer ses habitudes. Oui. Fait qu'à la base, si tu as une chirurgie bariatrique, c'est que tu n'as pas été capable de changer tes habitudes par toi-même. Et si tu n'as pas été capable de changer tes habitudes par toi-même, il y a un aspect psychologique là-dedans qui n'a pas été traité. Fait que non seulement, moi, je pense que ça prendra un suivi psychologique après, mais avant aussi. Avant. Parce que peut-être que si les gens avaient un meilleur accès, avaient plus de ressources pour savoir justement, OK, mais là, je me rends compte que, puis souvent, c'est très inconscient de se réconforter avec la bouffe. Là. Les gens font pas comme, ah oui, j'ai découvert que mon coping mécanisme, c'était d'aller manger. Les gens font juste manger puis ils se rendent pas compte pourquoi. J'ai des clientes encore aujourd'hui, des fois, j'ai pas faim, j'ai envie de manger telle chose. OK, pourquoi tu as envie de manger ça? Va journaler, là, va essayer de comprendre pourquoi. Si tu n'as pas faim, tu me dis que tu es satisfaite dans ce que tu manges, mais tu as juste envie de manger. Pourquoi? Ah, c'est vrai, je me suis rendu compte que j'avais une journée vraiment stressante aujourd'hui, finalement. Ouais. Ah, bon, voilà, maintenant, on sait pourquoi tu avais envie de manger. La nourriture n'est pas un réconfort, ça ne devrait pas en être un, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est pas un mythe, là. C'est pas un mythe, non, là. pas du tout. Mais les gens, ils se tournent vers ce qu'ils peuvent parce qu'il n'y a tellement pas de ressources de comment gérer ses émotions, comment être capable de passer au travers des traumatismes, comme ton amie qui, elle, c'était pour éviter de se faire achaler. Il n'y a tellement pas de ressources avec ça. Puis les gens, c'est des mécanismes qui sont malheureusement ancrés de façon tellement inconsciente qu'ils s'en rendent pas compte qu'ils ont ça. Fait que même si, encore une fois, mécaniquement, on est capable de régler le problème, si tu n'as pas de ressources avant, pendant puis après pour t'aider à gérer ce qui se passe dans ta tête, moi, je shame pas les gens qui recommencent à manger comme ça quand tu avais des raisons pourquoi tu t'es rendu là, puis si tu n'as pas réglé les raisons pour lesquelles tu t'es rendu là, puis si tu n'as pas été guidé pour trouver des habitudes de vie, parce qu'on s'entend, on peut dire, faites les recherches. On l'a vu, là, il y en a beaucoup de désinformations puis de mauvaises informations sur les réseaux sociaux. C'est pas si facile que ça de faire ces recherches puis de trouver « Ah, OK, ben j'ai trouvé c'était quoi la méthode pour moi en regardant 3 vidéos TikTok puis 4 vidéos YouTube. » C'est pas de même, c'est pas aussi facile que ça. Fait que, selon moi, puis corrige-moi aussi si je me trompe, mais ça serait beaucoup plus productif d'avoir des programmes comme probablement ce que tu fais, mais qui offrent des ressources beaucoup plus aux gens avant, pendant et après. Bien, tu sais, justement, il y a un temps d'attente pour avoir une chirurgie. Il y a tellement d'affaires qui pourraient arriver dans ce temps d'attente-là. Puis peut-être que ces outils-là, puis ces séances d'information-là pourraient justement éviter que le patient se rende jusqu'à la chirurgie. C'est comme un peu un programme de... Offrir des vidéos, tu sais, tu peux peut-être pas consulter un psychologue à toutes les semaines pour tout le monde, mais faites des formations vidéo pour les patients. Ouais. Ça coûte cher, ça prend des ressources. De prehab ou c'est de ça. rehab. J'aimerais ça peut-être te mettre en contact avec une équipe de nutritionnistes et il y a un patient justement bariatrisé, ça s'appelle la chirurgie bariatrique, parlons-en. Eux, ils en font des podcasts là-dessus, puis ils donnent plein de capsules. T'aimerais probablement ça, jaser avec eux autres. 100%. C'est vraiment génial. Puis même, je pense que Christian, là, il a fait son premier marathon, là, je veux dire, puis il était beaucoup en surpoids, là. Écoute, s'il n'était pas là, il y a beaucoup de gens qui seraient dans le néant. Ils donnent des capsules d'idées, ils font des petits vidéos pour encourager les gens, puis ils expliquent des mythes, que, oui, si tu te sens comme ça, tantôt t'en parlais, c'est normal de te sentir comme ça, c'est pas normal de te sentir de même, tout ça. Puis peut-être que ce serait peut-être intéressant que tu les invites à parler 100%. De ça. Définitivement. Tu m'auras leur contact après. Oui. Mais c'est ça, mais moi, justement, je t'avais écrit, Jess, par rapport à ça, il y a une couple de semaines, le côté, c'est la solution facile, me gosse majoritairement pour 2 raisons. Un, tu sais, on en a parlé un petit peu, mais c'est pas parce que tu as une chirurgie ou parce que tu prends du Ozempic que c'est, entre guillemets, facile. Pour beaucoup de gens, exemple, dans ton cas, ça a comme été le kickstart qui a fait en sorte qu'après ça, tu as été capable de continuer. Mais le côté qui me gosse avec le côté c'est facile, c'est 2 choses. Un, que ça change dans ta vie. Même si, là, je suis pas d'accord, mais même si c'était une solution, entre guillemets, facile, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Mettons que la personne voulait avoir l'option, entre guillemets, facile, ça change quoi à ta vie? Ça change rien. Ça change rien. Non. Mais l'autre affaire, c'est que la société, en général, est bâtie sur convenience. Sur tout est fait pour être le plus facile avec le moins d'efforts possible. Ouais. Tu chiales-tu sur les gens qui prennent leur char pour se rendre au travail au lieu de marcher? Non. C'est la solution commandent, facile pour se déplacer ça. en esti. Pourtant, tu chiales-tu sur le monde qui a une clim parce qu'ils ont chaud à la maison? Tu chiales-tu sur le monde qui a une canne à pêche au lieu de plonger, aller chercher le crise de poisson? Tu sais, je veux dire... C'est tout ça. La société, en général, est bâtie sur comment est-ce qu'on peut avoir le plus de résultats possible en le moins d'efforts possible. Pourquoi est-ce que ça serait Mais différent? souvent, c'est la réussite parce que, tu sais,
tu as la chirurgie, tu perds du poids. Mhm. Mais les personnes là, qui me disaient ça, tu as pris la voie facile, tu n'as pas les gens les plus en shape. C'est jamais les gens les plus en shape. Au lieu de me dire bravo, très rarement. ben, il aime mieux voir le côté négatif puis trouver des affaires négatives en lien avec ce que j'ai fait au lieu de me féliciter. Puis je cherche pas les félicitations non plus, mais d'apprécier la réussite de l'autre. Puis c'est ça, malheureusement, on est très jaloux des autres en tant que société. On regarde toujours ce que l'autre a fait, puis si c'est mieux que moi, ben c'est pas bon. Il doit avoir triché. Tu as triché pour l'avoir fait. C'est franchement québécois, ça. Oui, mais c'est vraiment pas exclusif au Québec. Mais... Non, pas exclusif, mais il y en a quand même beaucoup. Mais oui, il y en a beaucoup, mais ici. Ça, c'est une affaire qui me fait rire. C'est probablement pas le bon mot, mais c'est quelque chose que je trouve spécial. Les gens... Je vais l'entendre autant pour le côté, mettons, les bodybuilders qui vont utiliser des stéroïdes. Ouais. T'as triché. T'as triché, mais moi, je suis comme, à moins que tu ailles faire une compétition qui est censée être réservée aux personnes qui sont naturelles, on s'en calisse, prends des stéroïdes si tu veux prendre des stéroïdes. Tant que tu es honnête à propos de ça, finalement. Oui. Hein? Tant que tu fais pas, mettons, tant que tu n'as rien à gagner à prétendre que tu n'es pas naturel, c'est plus ça. Quand tu l'assumes que tu n'es pas naturel, alors give a shit, prends-en des produits, m'entorche. Mais au même titre que les gens qui vont prendre le Zampic, t'as triché. T'as triché qui? T'as triché quoi? C'est ça. Comme tu dois rien à personne, t'as pas gagné un prix à cause de ça. Non, puis c'est moi qui l'ai payé. C'est toi qui l'as payé. Fait que comme t'as triché qui? T'as triché quoi? Ça change quoi dans ta vie? Ouais. J'ai vraiment de la misère à le comprendre. Je te comprends. Moi, je te comprends. Ben, c'est ça, j'allais dire. Toi, tu le comprends. Puis on s'entend, je le vis pas. Ouais. Puis ça me frustre pareil. Je suis comme, mais ça change quoi? Mais c'est parce que c'est frustrant parce que c'est quelque chose qui s'applique à littéralement tout. C'est comme d'affaires. tu l'as mentionné, c'est comme dès que c'est pas correct, mais je l'avais déjà dit, je l'apprends à mes clients aussi, à mes clientes. Les gens vont faire beaucoup de projections. Fait que les gens qui te disent t'étais plus belle avant aussi ou ça, dès que quelqu'un passe un commentaire négatif, c'est pas personnel à toi. Un des 4 accords Toltec, c'est ne prends rien personnel. C'est le miroir. C'est le miroir. La personne elle ne te parle même pas à toi, elle se parle à elle-même. Elle projette. Pourquoi? Parce qu'il y a personne d'heureux puis bien dans sa peau. Tu n'iras jamais voir quelqu'un, je pense, en tout cas, pour faire « Ah ouais, hein, mais finalement, toi, tu étais plus belle avant ta chirurgie. » Voyons! Jamais de la vie. Il y a personne de fucking sensé dans sa tête qui est heureux, qui est bien, qui va aller dégrader quelqu'un comme ça. Ouais. Ça arrive pas. C'est toujours les gens qui sont mal avec eux-mêmes qui se mettent un miroir d'en face puis effectivement, toi, t'as atteint ça, moi, j'ai pas été capable. Fait que, t'as pris le chemin facile. Ben, écoute, fais-le, mon chemin. Ouais. C'est si facile que ça. Prends-le si t'es pas bien dans ta peau. Il t'est ouvert à toi aussi, là. Ouais. J'ai pas le monopole, là. Un affaire qui a changé, puis c'est drôle parce que tu t'as dit quelque chose, on se compare, les humains, tout ça. Puis je me souviens que, oui, les gens, de la manière qu'ils me voient, ça a changé, veux pas. Mais moi, comment je vois les gens, aussi, ça a changé. Parce qu'à un moment donné, je revoyais des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus, puis là, je me disais, tabarnouche, ils en ont bien pris du poids. Mais dans ma tête, je me disais, pas en tout. C'est moi qui avais rétréci à côté d'eux autres. Oui. Puis là, j'étais comme... mais là, faut pas que je pense de même, tu sais. Mais c'est vraiment inconscient. Puis je regardais les personnes, puis je me disais, comment ça qu'ils ont pris du poids comme ça? Mais c'était pas ça, pas en tout. C'était ma perception à moi. Quand je me comparais, c'est moi qui avais diminué, pas eux autres. Ils étaient restés pareils. C'est fou comment est-ce que l'image puis la façon que tu vois les choses peut être comme complètement biaisée. C'est... Ça va? Il y a une micro-araignée à côté de toi. J'ai pas envie d'avoir des cheveux. Mais le pire, c'est que ça, je pense que c'est un réflexe que beaucoup de gens vont avoir. Puis je m'inclus là-dedans. Puis j'essaye de me... Pas de me corriger, mais j'essaye de me reprendre là-dessus. Ou est-ce que, exemple, je vois quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu, ça donne que la personne a pris du poids. Automatique. Je le pense comme... Tabarouette, il a pris du poids ou elle a pris du poids. Comment ça? Ben, c'est ça, mais veux-tu mes services? Ça donne que je suis coach. Mais j'essaye le plus possible de me reprendre quand j'ai ce genre de pensée-là, puis de faire comme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Puis la personne est peut-être vraiment bien, comme je suis qui pour juger, finalement. Si t'es en santé... Tu sais, peut-être que la personne, quand elle avait un poids moindre, elle faisait pas attention à elle non plus, qu'elle se restreignait, que, tu sais, on avait reçu Roxane, là, qui est anorexique. Ouais. C'est comme, être mince n'est pas un signe d'être en santé. Tant que la personne est en santé, mais c'est vrai que c'est un réflexe aussi. Puis j'ai fait la joke, mais c'est parce que j'ai des gens, des fois, dans mon entourage, que
mettons, j'étais avec des amis, puis ça m'est déjà arrivé, des connaissances, là, mettons. Ça m'est déjà arrivé de, tu vois la personne en avant est en surpoids, tu devrais donner ta carte. Je suis genre... Non. Mais sais-tu à quel point ce que tu viens de dire est méchant, gratuit et inutile? Je comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire, la personne, si elle est bien, si elle est en santé, si elle ne ressent pas le besoin, si elle veut de l'aide, elle va aller en chercher. Absolument. Ben oui, totalement. Je me verrais jamais aller proposer « Hey, tiens, toi, voyons, jamais je pourrais faire ça de ma vie. » Je trouve ça tellement, tellement insultant. Puis je trouve ça intéressant que tu as mentionné que ta perception à toi aussi déjà avait changé, puis que même toi, tu le remarquais, cette personne-là a pris du poids, elle n'avait pas nécessairement pris du poids, mais que là, tu te mets à plus remarquer le poids des gens. Quand tu pesais 300 livres, est-ce que tu le voyais, le poids des gens, ou comme juste tout le monde était plus petit que toi? Tout le monde était plus petit que moi. J'ai jamais porté attention à ça. C'est fou. C'est comme je te dis, c'est de la façon que moi, je me vois, puis, tu sais, quand je me mets à côté, ben là, il y avait la comparaison, là, tu sais. Ouais. Puis même quand j'étais à mon plus bas, là, dans mon poids, tout de suite, la réaction des gens, « T'es-tu malade? T'es-tu correct? T'as pas eu un cancer ou quelque chose? » Les gens associent beaucoup perte de poids à maladie, surtout comme quand c'est drastique, là. C'est pas, tu sais, c'est... Mais ce qui est vrai aussi, là, je veux dire, généralement, quelqu'un qui perd beaucoup de poids en très peu de temps, ça peut être dû à la maladie. Oui. J'ai un client qui est en prep avec moi en ce moment, parce que je fais la prep avec quelques clients. J'ai un client en ce moment qui est rendu vraiment très lean, là. Puis, tu sais, on a commencé en octobre, il était environ à 18 quelques % de gras. Je l'ai pincé il y a 2 semaines à comme 6 points quelques. Il est rendu très, très, très lean. Sauf que lui, il perd du gras au niveau du visage très rapidement. Puis un visage assez carré. Fait que là, il s'en vient avec la face quand même assez creuse. Fait que tu sais, quand tu perds du gras majoritairement autour du ventre, des cuisses, ça va paraître un peu, mais pas nécessairement tant que ça. Ton visage, on le voit tout le temps. Ouais. Parce que c'est rare que tu te promènes topless, à moins que tu sois à la plage, là. Puis il me disait... Même là, c'est ça. Ben toi, oui, là, mais un gars plus. Mais... il me disait, il était allé porter ses filles à la garderie récemment, puis il dit, il a fallu que ma blonde rassure les gardiennes, parce que les gardiennes, ils demandaient si j'étais malade, s'il se passait quelque chose. Ouais, il s'en vient particulièrement bas en termes de pourcentage de gras. On s'entend pour un photoshoot, là, mais les gens associent ça très fortement. Là. Mais tu vois à quel point c'est ironique, parce que les gens associent l'obésité à pas en santé, ou juste surplus de poids à pas en santé, associent mince à santé, mais passer de un à l'autre, « Oh mon Dieu, t'es-tu malade? » Ouais. C'est pas genre « Ah, tu reprends ta santé en main. » C'est genre « T'es-tu malade? » Puis je trouve ça, c'est maladroit, mais tu vois, ça, c'est le genre de commentaire que je taperais pas ses doigts des gens, mettons, dans le sens où ils s'inquiètent, mettons, pour la santé. Non, absolument. C'est quand même justifié quand tu as une très grosse perte de gras. Les intentions sont pas mauvaises, mais d'autres, puis encore une fois, faites attention à ce que vous dites, mais posez des questions, comme on a dit, hey, est-ce que ça va bien? Est-ce que, parce que il se passe quelque chose dans ta vie? Ou, non, j'ai une chirurgie. OK, bon, super, bravo pour ta perte de gras. Là, on le sait que c'est fait de façon saine. Fait que s'inquiéter pour les gens, c'est bien. Tu sais, la vie sociale aussi, ça prend un coup quand tu perds du poids, surtout quand... Ben, tu le disais au début, tu as perdu des amis. J'ai perdu des amis parce que les autres trouvaient ça plate. À ce temps, je ne pouvais plus passer des heures assis à une table à cuver mon vin. Puis, tu sais, je veux dire, je me mange gros de même. Là, tu sais, je veux dire, une fondue, moi, si tu me sers ça, là, c'est ma mort. Là, comme si tu n'étais plus une personne à part entière en dehors de la bouffe. Ton poids a changé ta personnalité. Là, c'est ça. C'est comme, t'es plate, toi, on peut plus comme apprécier un repas. Je me suis fait dire ça. Fait que tu m'aimais juste parce que je pouvais manger avec toi. C'était ça, là, notre relation. Ça, je me suis fait dire ça. C'est spécial. Oui. Puis regarde, quand je vais chez ton père, puis Nancy, elle sait, Nancy, bon, ben, sers-toi ton assiette, je sais que tu manges moins que nous autres, tu sais, c'est comme... Ils sont juste contents de te voir. De passer du temps ensemble, puis, tu sais, je veux dire, ça l'empêche, un n'empêche pas l'autre. Ben non. Puis je le sais, là, je suis capable de me gérer. Là. Je vous demande pas de me gérer. Moi, je me gère. Puis même si je suis assis à côté de vous autres puis je mange pas, je peux être là. J'ai du fun pareil. Exactement. Mais tu sais, c'est niaiseux là, comme réflexe, mais c'est toutes des petites affaires comme ça que les gens associent à... Ben, c'est plus comme avant. C'est plus... Ce que je mets dans mon assiette, ça m'appartient à moi. La quantité que je vais manger, ça m'appartient à moi. T'sais. Mais ça, c'est une affaire qu'on a mentionnée plusieurs fois au podcast, mais tu sais, à travers ta, entre guillemets, transformation, va falloir que tu te refasses un peu une nouvelle identité. Oui. Mais il y a des grosses chances que tu doives retravailler le cercle social aussi, parce que tu as un cercle social qui fitait avec l'identité que tu avais avant. Fait que ça se peut que tu doives retravailler ton cercle social aussi, puis
c'est pas nécessairement facile au début parce que tu avais quand même créé des liens d'attachement avec ces personnes-là, mais ultimement, si c'est du monde qui te tire vers l'arrière. Ouais. Exact. Moi, je pensais que tu avais perdu des amis parce qu'ils t'avaient passé des commentaires, pas parce que... Tu sais, ça fait partie du lot de ça aussi, là. Tu sais, oui, des gens qui ont passé des commentaires puis qui m'ont blessé puis que j'ai fait comme, ben garde, inutile à ma vie, merci, bonjour. Tu sais, faut que tu fasses du ménage. 100%. Ouais. Puis deux autres affaires que j'aurais voulu jaser avant qu'on finisse, ça fait déjà quand même 1h15 probablement qu'on roule, là, mais un qui va peut-être être ça va évidemment être une conversation nuancée, mais qui est un sujet plus sensible chez certaines personnes. Mais le genre de mouvement body positivity, toi, tu te sens comment par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, tu sais, le health at every size, tu sais, peu importe ton poids, on devrait se sentir bien là-dedans. Étant quelqu'un qui a peut-être passé justement à travers, étant en grand surpoids, qui a passé à travers la chirurgie, toi, tu te situes où par rapport à ça? C'est quoi ton opinion là-dessus? Quand tu dis le mouvement body positivity, c'est d'être bien dans tout ce qu'on est ou c'est qu'est-ce que peux-tu m'expliquer pour que je réponde mieux? Parce que, tu sais, mettons, moi, je suis vraiment d'avis que tu devrais t'aimer peu importe ton corps, ta shape, tu devrais apprendre à t'apprécier. Ouais. Mais le côté peut-être un petit peu plus, entre guillemets, extrémiste, on s'entend, quand on joue avec les extrémistes, toujours un peu weird, là, mais le côté qui sont... Weird, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais où est-ce qu'il y en a qui C'est plus le mot « jouer ». Moi, j'ai du fun. C'est correct. Mais... il y a les côtés peut-être un petit peu plus extrémistes qui sont comme qui vont limite shame le monde qui veulent perdre du poids, qui sont comme non, tu devrais t'aimer même en surpoids, puis parce qu'il c'est rendu qu'il y a du fit shaming ou tu sais qui vont juger le monde qui sont sur l'Ozempic ou qui vont prendre des chirurgies, puis à la base le mouvement c'était pour s'aimer dans ton corps même si tu ne corresponds pas aux standards de beauté, avec mais lequel j'adhère totalement. Totalement, mais là ça s'est poussé jusqu'à c'est pas grave si tu pèses justement 300-400 livres puis que tu as une santé métabolique de merde puis que tu risques de mourir à 40 ans. Tant que tu t'aimes. Ouais. Tu comprends? On peut-tu juste être? Oui. Hein? On peut juste être nous-mêmes puis se sacrer de ce que les autres pensent. Puis, tu sais, quand même que tu t'entraînes 40 heures semaine puis que moi, je t'assise sur ma chaise 40 heures semaine, si toi, t'es à l'aise dans ce que tu fais, ça t'appartient à toi. Si tu veux t'identifier comme un chat, un chien, une chaise, tu sais, je veux dire, ça t'appartient à toi. Tant que tu me l'imposes pas à moi, tu sais, c'est là que je pense qu'il y a des dérapes. C'est que tu veuilles faire ce que tu veux avec ton corps, que tu veuilles manger ce que tu veux, que tu veux être au poids que tu veux. Si toi, tu es bien en surpoids puis que tu es en santé malgré ça, bien, so be it. Mais viens pas m'imposer ta doctrine à moi. Puis je pense que c'est là que ça dérape. Moi, je suis bien dans ma peau. Comme je disais, j'ai des hauts, des bas, comme tout humain. Puis je vais pas aller imposer ma pensée à quelqu'un qui, tu sais, j'en ai des collègues, j'en ai des amis qui sont en surpoids. Jamais je vais aller leur dire « Hey, t'as jamais pensé à te faire opérer? » Jamais de la vie. Parce que j'aurais jamais aimé que quelqu'un me le dise aussi. Utilise le code Claude à 15 pour ta prochaine chirurgie bariatrique. Mais non, je pense que c'est là les dérapes. C'est faut que toi, tu mettes tes limites, puis que tu n'essayes pas d'imposer ta façon d'être puis ta façon de voir les choses aux autres. Puis je pense que c'est ça qu'il faut prôner. Ouais. Amen. Ouais. T'en es-tu fait passer beaucoup des commentaires de plus... T'aurais pas dû ou t'étais mieux avant? Ou Oui, t'étais mieux avant, oui. Pourquoi t'as fait ça? Regarde, tu peux plus manger autant que tu veux. Tu te sens pas limité. Ou j'ai eu beaucoup de « T'es sûr que t'as le droit de manger ça? » Ça, j'ai eu ça, oui. Je suis pas à diète. Je suis pas au régime. J'ai le droit de manger ce que je veux. Oui. Ah ouais, mais là, viens pas pleurer si t'as repris du poids, là. Ouais. Voyons donc! Oui, ça, c'était dans les débuts, là. Ouais. The audacity! Oui, ça, j'ai eu ça. J'aurais garoché des assiettes d'en face de tout le monde. Mais ouais, tu sais, moi, le morceau de gâteau au chocolat, là, il me parle encore, là. Je le trouve appétissant, là, tu sais. Bon, je peux rien qu'en mettre sur une fourchette, puis c'est tout, tu vas me dire. Mais tu sais quoi? J'en prends une bouchée, puis même, j'ai développé comme, pas une aversion, mais je sais que si je mange du sucre, je vais avoir mal au ventre. Ouais. Fait que mon cerveau, il va dire « Ah ouais, elle a l'air bien bon, mais non, il me donne pas le goût. » L'association n'est plus la même non plus. Exactement. Mais si tu me montres un sac de chips, par exemple, je vais en manger une grosse poignée. C'est comme, lui, il me fait moins d'effet, fait que faut que je me parle. C'est ça. Mais c'est pour ça que l'association que tu fais avec est très forte aussi. Moi, j'en ai parlé quelques fois, mais moi, ça a été ça pour l'alcool. Où est-ce que, tu sais, ça fait bientôt 2 ans et demi que j'ai pas pris une goutte d'alcool.
Mais majoritairement, c'est même pas tant pour le côté santé, quoique oui, on s'entend. Mais moi, c'est surtout parce que j'ai vraiment réalisé à quel point je filais comme la merde après. Ben oui. Tu sais, brûlement d'estomac, je suis fatigué, je suis irritable, comme, tu sais, tout ce qui vient avec après, puis je suis comme... Pour moi, ça en vaut juste plus la peine. Puis c'est pas parce que j'aimais pas ça. Ma grand-mère est française, j'avais du vin rouge à table depuis que j'ai comme 13-14 ans. J'ai appris à aimer le... Tu sais, pas aimer boire. Non, aimer mais le vin. J'adore les bières de microbrasserie. Tu sais, pas, encore une fois, pas me péter à la face, juste j'aime les bonnes bières. Fait il y a quand même une partie de moi qui s'ennuie de ça parce que j'aimais ça. Au-delà de l'effet qui venait avec d'alcool, j'aimais ça. Mais l'association que je fais à l'alcool maintenant de je le sais que je vais filer comme un tas de merde après, pour moi, ça en vaut juste plus la peine. Fait que ça fait en sorte que c'est plus difficile pour moi de dire non. Je suis comme, je le sais tellement que je vais pas aimer comment je vais me sentir après que je suis comme, non. Puis quand tu vas être avec un groupe de personnes qui, eux, prennent un verre, tu vas pas leur dire, hey, bois pas. Tu Ben, pas en c'est tout. ça. Hey, si vous voulez prendre un coup, amusez-vous. sais, c'est comme un alcoolique. Tu sais, je veux dire, c'est son parcours. Tu sais, s'il est vulnérable, ben, il va pas te mettre dans un état de vulnérabilité avec des gens autour que tu penses que tu vas flancher. Mais il y en a qui sont capables de passer au travers. Tu sais, mais moi, je pense que tout ça, tout ce qui entoure la stigmatisation des corps, du genre, du paraître, de ci, de ça, tout le monde a sa place, mais il faut juste pas que tu imposes à l'autre. Puis on vit dans une société où il y a beaucoup de normes. Puis malheureusement, là, on tombe dans un extrême où la normalité devient la marginalité. Ouais. Parce que les marginaux ont voulu tasser tout ce qui était pour prendre leur place, puis c'est correct. Je suis contente pour eux autres, mais ça défait des choses qui sont plus normales. Fait qu'au niveau du poids, c'est la même affaire. T'sais. C'est comme, t'es comme t'es, puis tant mieux si toi, tu t'acceptes comme ça. Mais j'irai pas te dire quoi faire non plus. Là. Ben non, zéro. Puis, dernier point qu'on a comme... On en a parlé un petit peu, mais pas nécessairement tant que ça. Le côté stigmatisation, je pense qu'on en a parlé avec le côté plus comme les gens autour de nous, comme dans la société en général. Mais c'est très présent dans le corps médical aussi. Oui. Puis, tu sais, comme tu me disais, tu sais, là, tu donnais pas des formations, tu donnais des conférences à même des chirurgiens, des médecins et tout ça. Oui. Fait que comment ça se passe plus avec la perception médicale? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... Je sais pas si c'est qu'on se met la tête dans le sable ou ils savent vraiment juste pas, mais que c'est très présent dans le domaine de la santé quand même. Là. Ben, tu sais, moi, je l'ai vécu avec mon médecin de famille en 2010, là, quand j'ai commencé mon processus de réflexion sur la chirurgie. Elle voulait rien savoir. Elle était comme, non, tu as juste aller au gym, puis manger moins, puis tu vas perdre du poids. Dans sa tête, c'était ça. Mais je pense pas que quand une personne devient médecin, tout le côté... stigma est discuté. Tu sais, il étudie les maladies, comment les guérir, tout ça, mais toutes les à côté, c'est pas discuté. Fait que, tu sais, même les chirurgiens bariatriques, quand j'ai fait ma conférence, puis que je lui expliquais toutes les affaires que j'avais vécues, puis les commentaires, les situations dans lesquelles je me suis retrouvée, que je me disais, ben voyons, c'est pas normal, mais c'était comme ça. J'ai eu des commentaires après, je me disais, on savait pas ça. Comment ça peut être possible que, tu sais, que dans la société, bien, toi, tu m'opères. Ton mandat, c'est de me donner l'outil pour que, tu sais, tu t'excelles à 2000 % là-dedans. Mais peut-être qu'il faudrait que tu élargisses un petit peu plus ton image, pas ton idée de la chirurgie. Puis l'équipe autour. Ça aussi, c'est super important. Fait que je pense que les équipes, maintenant, de plus en plus, ils vont s'équiper, ils vont avoir des gens, des équipes multifonctionnelles, des nutritionnistes, des psychologues, des psychiatres. Parce que, tu sais, c'est un trouble alimentaire, l'obésité. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait des suivis. Fait que je pense que il y en a encore beaucoup de stigmatisation parce que souvent, l'obésité est perçue comme tu manges mal, tu ne te prends pas soin de toi, tout ça. Mais il y a un petit peu plus d'ouverture. Bon, notre gouvernement devrait commencer à penser à le classer comme maladie chronique, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est drivé beaucoup par tout ça. Fait que le corps médical, je pense qu'il est en évolution. C'est moins pire que c'était. C'était plus des vieux médecins, là, je pense. C'est ça que j'allais dire. J'ai l'impression que, d'après moi, avec
nouvelle génération, oui, entre guillemets, on va s'en sont aller plus un peu ouverts dans la à ces compréhension. choses-là. Puis, malheureusement, j'avais un empêchement. Je ne pouvais pas y assister, mais il y a eu une conférence sur l'obésité pédiatrique. Parce que ça aussi, il y en a beaucoup de plus en plus. Puis je me suis fait poser la question par un chirurgien bariatrique à une conférence. Il m'a dit, est-ce que tu penses qu'on devrait permettre aux enfants d'avoir la chirurgie bariatrique? Et j'étais comme, wow, c'est une grosse question à 1 million, là. Je veux dire, il dit, pourquoi tu penses qu'il y a des enfants qui sont obèses? Je ne sais pas. J'ai dit, il y a peut-être plein de facteurs, tu sais. Puis là, je trouvais ça bizarre qu'il me pose cette question-là. Je veux dire, c'est lui qui suit les patients, il devrait savoir, tu sais. Mais j'ai compris pourquoi il essayait de voir si c'était dans la société, si c'était pour être bien vu qu'un enfant de 12-13 ans ait une chirurgie bariatrique. Sais-tu, ils rendent service. Mais j'ai dit, peut-être vous devriez aller voir. Tu sais, moi, j'avais 13 ans, là. Pas moi qui me faisais à manger, c'était ma mère. Ouais. Hein? Ben, les parents, l'environnement dans lequel ils évoluent, qu'est-ce qui est mis sur la table? C'est peut-être de là que ça part. Je pense Ben, que 100%, j'avais vu. là. Ben, c'est ça, j'avais T'sais? entendu. Je vais peut-être pas avoir les données exactes, mais il avait fait des études par rapport à ça, puis je pense que il avait déterminé quelque chose comme quelqu'un qui a au moins un des deux parents qui est en obésité a 60% de chances de plus que quelqu'un qui n'a pas de parents en obésité de développer de l'obésité. Puis je pense que si les deux parents le sont, c'est comme 80% au lieu de 60%. Là. Fait que, tu sais, ça part en bonne partie de justement l'éducation qui se fait à la maison. Oui, puis tu sais, je veux dire, les enfants d'aujourd'hui, les deux parents travaillent, ils mangent comme du vite fait. Tu sais, je pogne quelque chose, je le pop dans le micro-ondes. Il n'y a plus de repas faits à la maison. C'est plus, la dynamique familiale est différente. On vit à 300 000 à l'heure. Fait que je trouvais ça drôle qu'un chirurgien me pose cette question-là. J'étais comme, qu'est-ce qu'il essaye de valider? Je ne suis pas en position de dire oui, c'est normal qu'un enfant de 13 ans ait une chirurgie. Je trouve pas ça normal, là, déjà en partant. Là. Mais tu sais, s'il y en a besoin, s'il y a vraiment un problème hormonal, si le problème d'obésité n'est pas strictement lié à l'ingestion, exactement, ben, tu sais, je veux dire, si tu l'opères, mais qu'il retourne chez sa mère, elle va pas y faire des petits plats, puis elle va pas, tu sais... Et puis pas juste ça, on a mentionné qu'il y avait un aspect psychologique. Est-ce que l'enfant est bien à la maison? C'est quoi? C'est l'autre chose. Qu'est-ce qu'il a Ben, appris? regarde, la fille que je te disais qu'elle, C'est c'était des troubles de l'enfance, ben elle se protégeait dans sa nourriture, c'est peut-être la même chose. C'est un enfant Ben, qui c'est fait ça. beaucoup Ça aussi, d'activités. j'avais déjà entendu ça. Je pense que il y avait d'autres études qui avaient été faites là-dessus, puis c'était quelque chose comme ça. Là. Je pense qu'une femme sur deux ou quelque chose comme ça qui était en obésité avait déjà subi comme agression sexuelle quelconque en étant plus jeune. Là. Souvent, c'est ça. Oui. Ouais. Mais c'est comme je te dis, pour revenir dans le corps médical, la stigmatisation, je pense qu'il essaye. Mais c'est d'en parler. C'est vraiment de garder le sujet ouvert, puis d'en parler, puis d'amener des exemples, puis de sensibiliser le corps médical. Tu sais, comme là, je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Il y a le fait d'intégrer aussi les patients dans les recherches, d'intégrer les patients dans les discussions, ça aide aussi à ouvrir les portes puis à essayer de trouver des solutions pour pouvoir aider tous les corps de métier là, au niveau médical d'essayer d'arrêter de penser à juste comme le poids, c'est la balance, l'IMC, ce que tu as dans ton assiette. C'est pas juste ça. Là. Fait que... Mais je trouve que ça fait des conversations super intéressantes. Quand tu es capable d'avoir une ouverture d'esprit, je trouve que ça fait des conversations super intéressantes. D'où le pourquoi je voulais que tu sois ici aujourd'hui depuis plusieurs mois. Je suis comme ça me passionne ce genre de conversation-là parce que je trouve qu'il manque beaucoup de contexte, beaucoup de nuances pour le grand public. Du moins, nous autres, on peut en parler un peu plus ouvertement, mais il y a tellement de gens qui connaissent pas ça, qui ont des idées fermées, arrêtées, puis jusqu'à un certain point, je peux pas les blâmer, ils connaissent pas ça. C'est ça. Mais je pense que si on est capable d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit, ça, au moins pour le côté, développer un peu plus le côté peut-être psychologique derrière, je pense que ça vaut vraiment la peine justement pour aller créer un petit peu plus de sensibilisation puis essayer de changer le discours un peu qui est associé à ça. C'est super important. C'est la clé, hein? La communication, l'ouverture d'esprit. Puis souvent, l'ignorance fait juger. Fait que si tu n'éduques pas les gens, ben ils vont être dans le jugement puis ils vont dire, ben regarde, elle peut bien manger un hamburger, elle peut bien être grosse. C'est ça qu'il faut défaire. Il faut défaire ces stigmates-là. Non, c'est ça. Puis tu sais, tu le sais pas, peut-être que cette personne-là, elle a super bien mangé toute la semaine puis c'est comme
son repas qui fait en sorte Absolument. que... C'est ça. Qui est capable de bien manger tout le reste là, C'est ça, puis qu'elle fait en sorte que ça lui permet de garder un certain équilibre. Ouais. Peut-être qu'encore une fois, elle a des blessures, entre guillemets, psychologiques que tu comprends pas, puis elle-même sait pas pourquoi, ça se fait inconsciemment, c'est sa façon de dealer avec son Exact. stress, puis comme tu le sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Exact. Arrêtez de vous juger. Oui, Les super uns les important. autres. Si tu avais un mot de la fin sur lequel laisser les gens, un final thought, disons. Ben, c'est de croire en soi, puis de ne pas se laisser abattre par les petits échecs quand tu es dans un processus de perte de poids, que tu l'aies fait naturel, bariatrique, peu importe la méthode que tu as utilisée, c'est de croire en soi, puis de le faire pour soi, pas le faire pour les autres, pour plaire ou tout ça. Il faut se plaire à soi-même pour être bien dans sa peau, puis je pense que ça, c'est la clé du succès. J'adore ça. J'adore. Si les gens veulent soit peut-être te suivre toi ou peut-être suivre sinon le programme pour lequel tu travailles par rapport à recherche, obésité, Voir tes chirurgie, tout conférences. ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus, te suivre à quelque part? Moi, je ne suis pas en tous les réseaux sociaux. Là. J'ai mon Facebook personnel, là, mais tu sais, il y a les pages de chirurgie bariatrique qui sont sur Facebook. Je les ai suivis activement pendant un moment donné, puis à un moment donné, j'ai comme décroché parce que les gens utilisent beaucoup ça comme la source de vérité et c'est très dangereux. C'est rendu, j'appelle plus 811, je ne vais plus à l'urgence, je vais me demander sur Facebook, puis, Ouais. ils vont me le dire. Là, C'est problématique. mais sur LinkedIn, là, quand il y a des conférences, c'est souvent partagé là. Obésité Canada, Obesity Matters aussi. C'est deux organismes qui font beaucoup de lobbying pour justement reconnaître l'obésité comme une maladie chronique, défaire les stigmas aussi. J'ai des opportunités là, qui s'en viennent avec eux. Là. J'ai fallu que j'en passe une coupe parce que mon travail avant tout. Là. Mais il y a... Un petit voyage en Angleterre. Ah, ben ouais, c'est ça. Mais j'ai pas vraiment mais les gens, s'ils veulent me contacter sur Facebook parce qu'ils ont des questions ou ils veulent me parler, ils veulent avoir des informations plus précises, tu peux partager mon contact Facebook, il n'y a aucun problème. Très cool. Mais merci beaucoup de t'être déplacé ici ça me fait aujourd'hui. J'ai plaisir. vraiment aimé ça. C'était une super belle Ça m'a conversation. fait plaisir. C'était vraiment Merci, cool. Simon, de l'avoir amené. Ah, moi, écoute, D'avoir insisté. ouais, c'est ça. Non, moi, puis à chaque fois qu'on se recroisait après cette fois-là, j'étais comme, quand est-ce que t'es dispo? Ouais, mais là, ça donnait juste bien. Ben Fait oui, que, c'est ça. Fait que, merci Ouais. beaucoup d'avoir Merci. été là. C'était Ben, super ça le me fun. fait plaisir. Jess? Si vous voulez des suppléments NIH, www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur les meilleurs suppléments sur le marché. Aucunement biaisé. Pas Puis, du tout. Si jamais vous voulez de la merch machine pour vos oversize, le lien va être dans la description. Même code WUACV10. Ils ont de la nouvelle merch que je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire un restock parce qu'elle est partie vraiment vite. Mais ils ont de la nouvelle merch qui s'en vient super cool. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde.